Voilà, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci bien sûr à toutes et à tous également de votre présence. Alors un petit préambule, ce soir, certains et certaines et certains vont peut-être s'étonner que nous faisions une projection nocturne, c'est-à-dire que tout à l'heure, Cédric en régie va baisser un peu les lumières d'ambiance. Alors je pourrais vous dire bien sûr que c'est à cause de la faiblesse du signal que nous recevons en direct de Mars, mais transparence oblige, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit tout simplement de notre vidéo, enfin de notre vidéoprojecteur qui semble avoir besoin de profiter d'une retraite bien méritée. Donc, mille excuses d'abord et avant tout à Violaine Sutter, parce qu'elle est très, très déçue de ne pas pouvoir vous présenter les merveilleuses images de Mars dans toute leur splendeur, si je puis dire. Donc, il va falloir être plein de bienveillance. Et puis, bon, allez, haut les cœurs, on va profiter de ce nouveau forum. Et puis, on va se dire aussi que les humains sont bien souvent appelés à pallier la technique, même Hubble, formidable télescope orbital, a eu besoin qu'on lui apporte des lunettes. Merci à toutes et à tous, et j'aimerais qu'on accueille Violaine Sutter comme elle le mérite, malgré les petits problèmes que nous avons. Merci. Voilà. Alors, il faut voir si la technique suit. Alors, attendez, non. Voilà. Est-ce que le son marche? Est-ce que le son marche? Est-ce que vous Bon, m'entendez? Écoutez, on n'a pas tout perdu. Voilà, tout on va n'a bien. pas tout perdu, donc... Pardon? Vous n'entendez pas là-bas? Ah oui, la lumière. Oui, ça serait bien d'enlever toute la lumière parce que je suis un tout petit peu déçue, mais on va surmonter notre déception. Ça va être un peu un voyage crépusculaire qu'on va faire ensemble sur Mars. Donc à bord du robot Curiosity, qui se trouve donc sur la planète Mars depuis voilà plus de 4 ans, puisqu'il a atterri sur la planète Mars en août 2012. Et si vous voyez les images qui sont à gauche, ce sont des vues d'artistes où on voit, notamment en haut, une espèce de grue volante avec 3 filins d'acier. Au bout de ces filins d'acier, vous avez un énorme robot qui fait la taille d'une petite Clio, près d'une tonne, qui atterrit comme ça, tout gentiment, sur ses 6 roues motrices. Et sur l'image en bas à gauche, vous voyez aussi que ce robot a allumé un de ses œils de cyclope qui est en haut du mât, qui est le laser ChemCam, sur lequel je travaille. Alors tout ça, ce sont des vues d'artistes, mais quand vous voyez l'image de droite, c'est un selfie qui a été pris de Curiosity donc, sur Mars. Donc Curiosity, comme on le verra, a un grand mât. Et il a aussi un bras très long qui fait près de 2 mètres, 45 kilos. Et au bout de ce bras, il y a une caméra et il peut se photographier. Et donc le portrait que vous voyez ici, donc sur la droite, c'est une image de Curiosity dans ses premiers jours à arpenter le sol martien. Donc c'est une mosaïque de 55 images. Mais on voit très mal, mais si vous discernez un peu dans cette espèce d'animation, vous voyez que quand le capot est tout blanc, c'était les premiers jours. Quand le capot est tout roux, c'est au 600e sol martien, c'est-à-dire les jours martiens, ça s'appelle des sols, et les nuits, des intersols. Donc vous voyez que la poussière, et on va le voir au cours de ce voyage, que la poussière a vraiment, comment dirais-je, couvert ce robot qui, malgré les petits vents martiens, est de plus en plus sale, mais il continue sa route et je vais vous montrer un peu tout son périple et on va être pendant une petite heure ensemble à bord du robot à voyager au fond du cratère de Gale. Donc, alors on n'est pas les premiers à aller sur Mars. Sur Mars, il faut voir que depuis les années 70, on envoie un certain nombre de sondes et on a en gros 3 types de sondes. Donc vous avez ce qu'on appelle les orbiteurs. Donc tout ça, ce sont des anglicismes parce que ces robots qui marchent sur Mars sont essentiellement de conception américaine. Donc les orbiteurs, ce sont des sondes en orbite autour de Mars. Et vous avez d'autres types de vaisseaux spatiaux qui sont
des atterrisseurs, donc on parle de lander, donc ce sont des robots qui arrivent à la surface de la planète et qui ne bougent pas. Vous avez peut-être entendu parler de Phoenix, vous avez peut-être entendu parler de Viking, ils font partie de cette catégorie-là. Et aujourd'hui, on va parler d'un astromobile, donc d'un rover, d'un robot qui bouge et qui s'appelle Curiosity. Et Curiosity, c'est la 3e génération de robots. Je vous montrerai les premiers. C'était Mars Pathfinder, c'était Curiosity, c'était Opportunity et Spirit. Alors bon, ça fait beaucoup de missions sur Mars. Et alors, que nous ont apporté ces missions? Donc, les premières données qu'on a pu avoir, fournies par les sondes en orbite autour de Mars, c'est déjà une couverture altimétrique, c'est-à-dire avoir une idée de la topographie de cette planète. Donc ici, vous avez un planisphère. Donc les couleurs, le code couleur est très simple, hein. Plus c'est rouge, plus c'est élevé, plus c'est bleu, donc plus les couleurs sont froides, plus c'est bas. Donc c'est une planète complètement dichotomique. Vous avez un hémisphère sud, qui sont des hauts plateaux totalement cratérisés, complètement lunaires, et un hémisphère nord, au contraire, qui est tout plat et qui a 5000 mètres en dessous de l'hémisphère nord. Donc vous avez cette vaste plaine boréale et cet hémisphère sud très cratérisé. Alors vous voyez, il y a un équateur extrêmement sinueux. Et le long de cet équateur, vous avez 4 gros boutons blancs. Que vous voyez ici, ces 4 boutons blancs, ce sont des volcans absolument gigantesques. Alors là, vous voyez le volcan Olympe, qui fait 20 km de haut, qui fait 3 fois l'Everest. Alors, Mars est 2 fois plus petite que la Terre, mais tous les reliefs y sont 2 fois plus grands. Alors pourquoi? Déjà, sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc vous savez peut-être que la Terre est une planète vivante et que la tectonique des plaques restructure sans arrêt son visage en surface et d'ailleurs va effacer la mémoire de ses origines. Alors que Mars, il n'y a pas cette tectonique des plaques, donc le visage de son enfance va rester imprimé, c'est de ce dont on va parler. Et ces volcans gigantesques, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de tectonique des plaques. Parce que sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des plaques mobiles et vous imaginez des chalumeaux qui viennent du centre de la Terre. Donc les plaques se déplacent et les chalumeaux vont percer les plaques et ça va faire un chapelet d'îles volcaniques comme Hawaï où vous avez ces traînées d'îles. Imaginez maintenant que vous n'avez pas de plaque, donc vous avez une planète à une plaque immobile comme sur Mars. Vous avez un chalumeau qui donc va nourrir en lave l'édifice volcanique et du coup ça va s'empiler à la verticale. Et du coup, vous avez ces volcans absolument prodigieux, dont le volcan Olympe, qui se situe ici, qui est donc le plus grand volcan du système solaire. Donc l'intérêt de cette absence de tectonique des plaques, c'est que vous allez avoir tout l'hémisphère sud de la planète, qui a plus de 3,7 milliards d'années, et l'hémisphère nord va être plus récent. Et donc, en fait, Mars, c'est un livre ouvert, c'est une archive absolument irremplaçable de toute l'histoire d'une planète. Et sur Terre, ce que je vous disais, tectonique des plaques, donc les archives les plus anciennes ont été effacées. Sur Terre, vous avez à peine 3 ou 4% des terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années. Alors que sur Mars, vous voyez, vous avez plus de 60% des terrains qui ont plus de 3,7 milliards d'années. Et pourquoi ça nous intéresse? Ce qui nous intéresse quand on est planétologue, c'est l'enfance des planètes, comment elles se sont formées, comment elles se sont différenciées. Ce qui nous intéresse aussi, c'est l'origine de la vie sur Terre. L'origine de la vie sur Terre, on sait que c'est au-delà de 3,7 milliards d'années. Or, sur Terre, les témoins, donc les roches qui témoignent, qui étaient présentes il y a plus de 3,7 milliards d'années, mais sur Terre ont pratiquement disparu. Donc vous allez comprendre qu'aller sur Mars, c'est essayer de lire les archives perdues de la Terre. Et donc, grâce à ces terrains extrêmement anciens, qui ont plus de 3,7 milliards d'années, qui couvrent la moitié de la planète et qui ont complètement, pratiquement disparu sur Terre. Donc, si on essaye de comprendre l'histoire de la planète Mars, donc elle est née il y a plus de 4,5 milliards d'années, comme toutes les planètes du système solaire, donc c'est la jumelle de la Terre, et elle a vécu d'abord une période qu'on appelle le Noachien, de 4,5 milliards d'années à 3,7 milliards d'années. Noachien, ça vous évoque peut-être Noé, hein, le patriarche biblique. Donc on pense au déluge, on pense à l'eau, et effectivement, dans cette période très reculée de la planète Mars, donc dans son enfance, dans tous les terrains de l'hémisphère sud qui sont très anciens, on voit des espèces de vallées dendritiques ramifiées
qui sont les traces d'anciennes rivières qui coulaient à la surface de Mars. Donc on est en droit de supposer qu'à cette époque très ancienne, de l'eau coulait à flot à la surface de Mars. On a une autre évidence de cette eau qui coulait à la surface de Mars, ce sont les argiles. Alors les argiles, vous savez plus ou moins ce que c'est, mais quand vous prenez un basalte, donc une roche volcanique, comme ce qui couvre l'essentiel de la surface de Mars, quand vous prenez un basalte et que vous le mettez dans une bassine pendant des milliers d'années, il se transforme en argile. Donc en sens inverse, si vous trouvez une argile à la surface d'une planète, ça veut dire que les roches volcaniques type basalte ont été recouvertes d'eau pendant assez longtemps pour que ça se transforme en argile. Donc en fait, on a trouvé que dans l'hémisphère sud de Mars, il y avait beaucoup de roches argileuses qui témoignaient de l'existence de l'eau liquide dans l'histoire la plus ancienne de la planète. Donc on est en droit de penser qu'à l'ère noachienne, Mars, donc dans sa jeunesse, était chaude et humide, qu'il y avait une atmosphère épaisse et que l'eau liquide y coulait comme sur Terre. Et même certains pensent que l'hémisphère nord, mais ça c'est très débattu, qui est beaucoup plus profond, comme je vous l'ai montré, était occupé par un vaste océan qui aurait été nourri par toutes ces rivières dendritiques qui sillonnent l'hémisphère sud. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Catastrophe climatique. Donc à 3,7 milliards d'années, alors il faut que... Voilà. À 3,7 milliards d'années, on a eu une espèce d'épisode qu'on dit catastrophique. Donc les volcans que vous voyez, donc le volcan Olympe, tous ces volcans se sont mis en éruption, donc ils ont exhalé beaucoup de SO2, donc il y a eu des sulfates qui se sont formés à la surface de la planète, et l'atmosphère s'est progressivement échappée. Donc l'atmosphère est devenue très ténue. Donc on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Alors une des explications, c'est que le champ magnétique de la planète Mars s'est arrêté. Alors le champ magnétique, c'est un peu complexe, mais une planète, c'est structuré comment ? C'est structuré comme un œuf, que ce soit la Terre, que ce soit la Lune, que ce soit Mars, que ce soit Vénus, que ce soit Mercure, les planètes dites telluriques solides. Vous avez une structure en œuf avec le jaune d'œuf, qui est en fait du fer, le blanc d'œuf, qu'on appelle le manteau des planètes, qui est fait de silicates, qui sont des roches solides, dominées par un minéral vert qu'on appelle le péridot ou l'olivine. Et la coquille d'œuf, c'est en fait la croûte sur laquelle nous vivons sur la planète Terre. Et donc, en fait, pour qu'il y ait un champ magnétique dans une planète, il faut que le jaune d'œuf de la planète soit liquide. Donc, c'est un océan de fer liquide qui, donc, cet océan de fer liquide va engendrer, c'est un champ magnétique qui va engendrer, donc un champ électrique qui va engendrer un champ magnétique. Et alors pourquoi c'est très intéressant d'avoir un champ magnétique sur Terre ? C'est que ce champ magnétique, ça fait une bouée invisible à l'extérieur de la planète qui maintient l'atmosphère un peu collée sur la planète Terre. Et autre conséquence de ce champ magnétique, de cette bouée magnétique qui nous entoure, c'est qu'elle nous protège des rayonnements solaires qui sont dangereux, les plus dangereux, qui sont létales. Elle ne fait passer que les bons rayons. Et donc, en fait, si vous perdez le champ magnétique sur une planète, comme ça s'est passé sur la planète Mars, eh bien, vous avez cette bouée qui disparaît, cette bouée au-dessus de l'atmosphère martienne disparaît. Donc, l'atmosphère martienne a été épluchée par ce rayonnement solaire. Donc, elle s'est peu à peu, elle est devenue très très fine, elle est devenue extrêmement ténue. En plus, la planète Mars, elle est 2 fois plus petite que la Terre, donc elle a du mal à retenir son atmosphère comme la Terre, puisque la gravité y est moins importante. Donc en fait, le résultat des courses, c'est qu'on a eu cette espèce de volatilisation partielle de l'atmosphère, et donc ça, c'est l'inverse de l'effet de serre. Vous connaissez tous l'effet de serre, c'est ce qui se passe un peu sur la Terre à l'heure actuelle. Donc l'effet de serre, la couverture nuageuse augmente, l'atmosphère devient plus dense et il fait de plus en plus chaud. Sur Mars, c'est l'inverse. On a perdu à 3,7 milliards d'années une partie de l'atmosphère de Mars. La planète est devenue un frigidaire, mais surtout une des conséquences immédiates de cette raréfaction de l'atmosphère, c'est que la pression atmosphérique a chuté et l'eau n'a plus pu exister à l'état liquide. Donc l'eau, vous le savez, elle existe à l'état solide, c'est la glace, liquide c'est l'eau, gazeux c'est ce que vous avez dans l'atmosphère. Sur Mars, quand il y a des saisons, donc vous avez beaucoup de glace au niveau des pôles martiens,
Et vous avez aussi de la glace à des latitudes plus élevées. Et donc, quand vous chauffez, donc, à l'équateur martien, en plein été, on va au-dessus de zéro. Donc, la glace du sous-sol, elle devrait se transformer en eau. Non, elle passe directement quand on chauffe en gaz. Ça s'appelle la sublimation, parce que la pression atmosphérique est trop faible pour maintenir, pour que qu'on ait un état liquide à la surface de la planète Mars. Donc la conséquence directe de cette volatilisation de l'atmosphère, chute de la pression atmosphérique, et l'eau n'existe plus que dans 2 états à la surface de Mars, à l'état solide et à l'état gazeux, ce qui a donc beaucoup de conséquences au niveau notamment de l'apparition du vivant, on le verra, parce que pour qu'un être humain, avant d'être un être humain, pour qu'une cellule se développe, il faut qu'il y ait de l'eau liquide. Donc là, la planète est devenue, on dirait, stérile suite à cet arrêt du champ magnétique, arrêt dont on lie probablement au fait que la planète est plus petite et que son cœur de fer liquide s'est solidifié, donc il n'y a plus de champ magnétique. Et donc après, donc c'est cette ère hespérienne qui est donc une ère quand même qui est assez hostile, donc avec ces émanations ces espèces d'acidification de l'atmosphère, formation de sulfate, grand volcanisme et température absolument réfrigérante. Et ça donne l'aspect qu'on a aussi à l'heure actuelle, l'amazonien, qui est donc une période glaciaire et sans eau liquide, donc plus du tout propice à l'apparition du vivant. Donc, en résumé, donc vous avez 2 planètes qui sont nées au même moment. Vous avez la Terre, vous avez Mars. Elles sont quand même assez distinctes. Donc la Terre, qui est bleue, comme vous le savez, qui est couverte essentiellement d'océans, qui a 5 continents. Mars, qui n'a pas d'océan, pas ou plus d'eau, qui a un continent unique. Donc c'est cette planète marron. Donc sur Terre, vous avez moins d'1 pour 1000 des terrains qui ont plus de 4 milliards d'années, alors que sur Mars, c'est plus de 70% des terrains qui ont plus de 3 milliards d'années. Donc sur Terre, vous n'avez plus les témoins géologiques entre 4,5, donc la date de naissance des 2 planètes, et 3,7 milliards d'années. Donc moi, je dis souvent que la Terre est une vieille, entre guillemets, liftée, amnésique, alors que Mars, c'est une vieille un peu desséchée, qui n'est pas liftée, donc qui a gardé la mémoire de son histoire depuis le début. Et nous, en tant que géologues et en tant que planétologues, on va scruter les rides de Mars pour essayer de comprendre son histoire jusque dans ces périodes les plus précoces. Et ça va nous amener plein d'informations sur la genèse, sur l'enfance d'une planète, des planètes en général. Donc en résumé, on cherche à comprendre en allant sur Mars l'enfance des planètes, mais on cherche aussi à comprendre les conditions d'apparition du vivant dans le système solaire. Donc là, vous avez 2 échelles. Ça, c'est l'échelle martienne, l'échelle terrestre, donc de 4,5 milliards d'années à l'actuel. Vous voyez qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars comme sur la Terre autour de 4 milliards d'années. Sur la Terre, cette eau liquide est demeurée présente, donc il n'y a pas eu d'échappement de l'atmosphère, il n'y a pas eu d'arrêt du champ magnétique, et la vie qui a commencé à se développer dans les océans, etc., les bactéries, tout ça, les êtres unicellulaires, ça finit par donner les végétaux, les animaux et nous-mêmes. Ce qui se passe sur Mars, par contre, on a eu cette période clémente et puis il y a eu ce phénomène catastrophique où la planète est devenue une espèce de glaciaire, un frigidaire absolument pas propice au développement du vivant. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'y ait pas eu de développement de vivant à cette période-là. Et comme sur Terre, on a perdu les indices géologiques, on a perdu les roches, le berceau des roches du vivant, sur Mars, on espère, dans les 70% de terrains extrêmement anciens, trouver des traces de molécules prébiotiques donc qui seraient en amont de l'apparition du vivant. Donc le but de toutes ces missions spatiales, en tout cas un des buts officiels, c'est de savoir, Mars a-t-elle été habitable? Donc est-ce que les conditions, ça ne veut pas dire qu'elle a été habitée, mais les conditions permettant l'émergence du vivant ont-elles existé donc au-delà de 3,7 milliards d'années? Donc on a des indices, mais on veut toujours plus d'indices. Et puis après, l'étape d'après, c'est follow, les Américains disent follow the water, après c'est follow the carbone. On va chercher les molécules organiques. Donc pour essayer de répondre à ces questions, il faut
deux choses. Un site approprié, c'est-à-dire atterrir sur Mars dans des terrains très très anciens, et avoir un robot ultra perfectionné comme Curiosity. Et donc voilà, si Mars a connu l'émergence de la vie, peut-on en trouver les traces dans les terrains les plus anciens? Donc ce sont les objectifs affichés de la mission MSL, donc Mars Science Laboratory, donc la mission dont je fais partie, donc, qui est la mission du robot Curiosity. Donc on doit chercher quel est le potentiel biologique, la géologie du terrain d'atterrissage, s'il y a une habitabilité passée et présente, le rôle de l'eau. Et on a aussi des instruments, je vous montrerai, qui permettent de mesurer les radiations, parce que si un jour on veut envoyer l'homme sur Mars, c'est quand même intéressant de savoir quel est le taux de radiation qui est à la surface de la planète Mars. Donc le site qu'on a choisi, c'est le cratère de Gale. Alors ce cratère, il se trouve à la limite entre les deux hémisphères, mais entre les terrains rouges et verts. Donc c'est un cratère qui fait 150 km de diamètre, donc qui est quand même énorme, et qui est très profond. Donc vous voyez ici ce croissant bleu, c'est pas qu'il y a eu de l'eau, hein, puisque les codes couleurs, c'est l'altimétrie. Donc un espèce de fond de cratère profond dont on peut se demander s'il n'a pas été occupé par de l'eau un jour. Et au milieu, il y a une montagne qu'on appelle un peu la montagne magique, le mont Sharp, qui est constitué d'un empilement d'argile sur 4000 mètres de haut. Imaginez les Alpes comme un millefeuille, un millefeuille incroyable avec à la base des argiles et en haut des sulfates. Et les argiles, hein, pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment le berceau potentiel de vivant. Hein. Vous avez tous, surtout les femmes dans cet auditoire, moi je me suis toujours mis de l'argile verte sur le visage pour absorber les points noirs, etc. Les argiles, c'est quand même des pompes à matière organique assez puissantes. Et donc, on se dit que ces argiles, qui sont des minéraux en feuillets gorgés d'eau, ce sont les berceaux idéaux du vivant. Donc, on s'est dit que ce site était vraiment tout à fait approprié pour ce qu'on recherchait. Donc là, l'image est assez sombre, mais vous voyez une image 3D. Donc le nord est là. Là, c'est le site d'atterrissage prévu. Et puis, donc, le chemin en bleu, c'est le chemin que le robot Curiosity a fait. Et je vais vous montrer un peu ce périple. Et on est à ce niveau-là, au bout de 52 missions. On a fait 16 km, ça va pas vite. Mais on n'a personne pour conduire le robot. On fait du 10 mètres heure, mais c'est déjà pas mal. Donc, ce robot, c'est un robot de 3e génération. Donc là, vous voyez le Mars Pathfinder qui avait la taille d'un micro-ondes sur lequel il y avait un seul instrument qui a atterri sur Mars en 96. Après, vous avez eu les jumeaux Spirit et Opportunity. Alors, eux, ils ont la taille d'une grosse brouette. Il y avait 5 instruments à bord. Et vous voyez qu'ils sont alimentés par des panneaux solaires. Alors, on pensait qu'ils sont partis en 2004, qu'ils resteraient sur la planète Mars quelques mois et qu'après, ils mourraient d'une mort assez rapide parce que les panneaux solaires seraient encrassés par l'abondante poussière qu'il y a sur Mars. Mais c'était sans compter qu'il y a des vents sur Mars qui dépoussièrent à mesure que les panneaux s'encrassent, ils sont dépoussiérés par les vents, qui fait qu'on a Opportunity, qui est parti en 2004 et qui arpente toujours la surface de Mars au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une mission entièrement réussie. Et là, vous voyez Curiosity. Donc vous voyez évidemment, ça ce sont des maquettes. Hein, et vous voyez donc à l'échelle, Curiosity, c'est vraiment la taille d'une Clio à peu près, 900 kg, 6 roues motrices, un mât, en haut du mât, le laser sur lequel je travaille, dont je vous parlerai un petit peu, et un grand bras articulé avec au bout des caméras, notamment les caméras qui ont permis de faire cet autoportrait que je vous ai montré au début. Alors vous voyez, il n'y a pas de panneau solaire, parce qu'avec un robot comme ça, avec 10 instruments qui doivent marcher 2 jours et 2 nuits, il faut une pile nucléaire. Donc il y a une pile nucléaire au plutonium qui est à l'arrière et qui permet d'alimenter le robot, lui donner toute l'énergie dont il a besoin et pour se déplacer, pour faire fonctionner ses instruments. Donc les instruments, il y en a une dizaine, on ne va pas les détailler tous, mais on va faire un peu de cocorico. C'est quand même un robot américain et on a quand même 2 instruments sur 10 qui sont franco-américains. Donc c'est un véritable succès. Donc on a ChemCam qui est le laser qui est en haut du mât, donc le laser qui est un peu, on va dire, l'instrument éclaireur du robot. C'est-à-dire que ce laser, on va le voir, permet
au robot d'analyser les roches à distance sans se déplacer à 7 mètres et très rapidement, tac, 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 dire voilà, la roche que je vois à 7 mètres, elle est intéressante, elle n'est pas intéressante. Ah, si elle est intéressante, eh bien, on va se déplacer et on va déplier le bras, faire des analyses au contact. Alors au bout du bras, vous avez des petites foreuses, vous avez des brosses, vous avez tout un tas d'engins, vous avez des instruments d'analyse chimique et vous avez cette caméra. Sinon, donc ça c'est le laser qui est en haut du mât, qui est un instrument éclaireur qui est absolument incroyable. C'est la première fois qu'on allume un laser sur Mars, donc qui est français dans sa constitution. On a des caméras Mastcam. En fait, il y a 17 caméras, donc 17 paires d'yeux sur ce robot. C'est quand même assez extraordinaire. On a une petite station météo, on a différents instruments et à l'intérieur du robot, on a un véritable laboratoire. On a ce qu'on appelle un spectromètre de masse, donc ça s'appelle SAM, chromatographie en phase gazeuse. Tout ça, c'est des gros mots, mais à quoi sert ce type d'instrument? À mesurer ce qu'on appelle les SNOPS. Les SNOPS, c'est quoi? C'est carbone, azote, oxygène, phosphore, soufre, qui sont les éléments à la base du vivant, qui sont à l'état de trace dans les roches. Donc il faut des analyses, un instrument extrêmement sophistiqué pour pouvoir analyser ces pépouillèmes d'éléments à la surface de Mars. Et cet instrument aussi est de conception en partie française. Donc 10 instruments, 17 caméras, donc c'est un véritable géologue de terrain et c'est en même temps un laboratoire mobile. Et on a aussi un instrument qui permet de mesurer les radiations. Je vous ai dit, si on veut envoyer un homme sur Mars, c'est important de savoir les radiations, leur importance, et évidemment elles sont relativement importantes puisque je vous ai dit qu'il n'y avait pas de champ magnétique, donc il n'y avait pas de bouée magnétique protectrice, et donc les rayonnements solaires étaient extrêmement violents, létals et très irradiants. Donc voilà ce laser, donc c'est un laser vert que vous voyez ici. ChemCam, c'est en fait 2 instruments en un. Donc c'est un laser qui permet, donc il va éclater la matière à une certaine distance du robot, ce qu'on appelle un plasma. Et le plasma, en se désexcitant, va émettre différentes longueurs d'onde et chaque longueur d'onde va nous donner une indication de l'élément qu'il y a dans la roche. Donc c'est un instrument, ça s'appelle la spectrométrie optique, assez complexe. C'est la première fois qu'on envoie un laser dans l'espace, mais qui est très très fertile en analyse, puisqu'il fait des analyses comme une machine à tricoter, c'est extrêmement rapide. Et puis il est doublé d'une caméra, parce que pour pouvoir analyser les roches à distance, il faut avoir très bons yeux, surtout quand le point d'analyse fait un demi-millimètre, donc 300, 500 microns. C'est des tout petits impacts, et donc il faut avoir la caméra couplée à cet analyseur chimique pour savoir où on tire. Et rien que ce laser, c'est 90 ingénieurs, techniciens, 30 chercheurs, et donc voilà, et ça c'est toute l'équipe franco-américaine dont je fais partie qui actionne ce laser. Donc là vous voyez un selfie du laser en position sur Mars. Donc ça, c'était plutôt des cartoons, on va dire, des dessins. Et là, c'est donc en se désexcitant, donc vous avez un certain nombre d'émissions lumineuses qui sont analysées par un spectro qui est à l'intérieur du ventre du robot. Et ce qu'on a, c'est un spectre. Alors un spectre, c'est pas un fantôme, c'est une analyse sous forme de pic. Et chaque pic qui correspond à un lambda, ça va vous donner la nature de l'élément qu'il y a dans votre roche. Donc on fait l'analyse des roches chimiques à distance. Et ça, c'était vraiment novateur. Là, c'est dommage, l'image est sombre, mais là, vous avez un billet de 20 € et à 7 mètres, vous faites un petit trou sur la ville de Lyon. Donc là, je ne vous vois pas, on est obligé de discuter dans le noir, mais je vois un cheveu à 7 mètres avec cette caméra, très haute résolution. Donc voilà, alors maintenant, c'est pas tout. On a été sélectionné donc, en 2005, on a pas mal travaillé pour un lancement qui a eu lieu en 2011. Il faut 9 mois de voyage pour aller sur Mars, c'est 570 millions de kilomètres. Mais par contre, le signal entre Mars et la Terre, c'est 15 minutes. Donc c'est quand même assez incroyable. On peut parler à la planète Mars, on peut téléguider le robot assez facilement, entre guillemets, sachant que le signal met 15 minutes pour arriver. Donc 9 mois de voyage, c'est compliqué. Donc là, les images sont un peu sombres. Mais là, vous voyez Mars. Et là, vous voyez toutes les missions qui sont parties. En rouge, c'est les Russes. En bleu, grosso modo, c'est les Américains. Les Russes ne sont pas vraiment arrivés à destination. Les Américains ont eu plus de succès. Mais une mission martienne, c'est 50% de succès ou 50% d'échec. Tout dépend de la façon dont on voit les choses.
Donc ce sont des missions hasardeuses. Et donc nous, on a été sélectionnés, on a travaillé sur cet instrument pendant des années, et puis on a tous eu la chance de partir à Cap Canaveral. Et là, vous voyez, le robot Curiosity est dans la pointe de fusée, donc on a tous eu la chance d'assister au décollage. Donc déjà, 26 novembre 2011, décollage qui a été un succès. Donc déjà, on était déjà en âge à l'époque, donc on s'est dit, bon, la première étape est passée. Maintenant, la deuxième étape, c'est 9 mois de voyage. Donc là, vous avez le véhicule de croisière en configuration éclatée. Donc là, vous avez le bouclier arrière avec le parachute dont on verra un peu le fonctionnement. À l'intérieur, vous avez l'étage de descente au sein duquel vous voyez le robot avec ses roues pliées et un bouclier thermique à l'avant. Donc la dernière étape, donc il y avait le décollage, pas évident. Il y a 9 mois de voyage, il peut se passer plein de choses. Les 9 mois se sont passés sans encombre. La troisième étape, c'est l'atterrissage. Vous rentrez dans l'atmosphère martienne, donc à 125 km d'altitude, vous avez 7 minutes pour parcourir 125 km. C'est-à-dire c'est vraiment un atterrissage on ne peut plus audacieux. Donc là, vous voyez, vous êtes dans la haute atmosphère martienne, vous arrivez à 5000 mètres secondes, donc c'est une entrée assez fracassante. Il va falloir, donc le véhicule de croisière se détache, vous avez le véhicule de descente, vous avez un système de délestage, vous avez un bouclier thermique qui va permettre quand même d'éviter que le robot brûle, hein, donc qui va atténuer tout ce qui est surchauffe. Après, vous allez avoir un parachute supersonique qui va se mettre en place. Donc là, on est à 11 km d'altitude et la vitesse est de 400 mètres secondes. Donc on est passé de 5000 mètres à 400 mètres secondes. Le bouclier thermique se détache, hein, vous voyez ici. Il y a un petit radar qui va se mettre en route pour que le robot n'atterrisse pas sur un gros caillou et se casse la figure dès le départ. Après, vous avez le véhicule de descente qui se détache. Véhicule de descente qui est en fait une espèce de grue volante. Vous allez avoir ces 4 filins et le robot va atterrir au bout de ces 4 filins, ce qui est absolument insensé. Quand ces 6 roues motrices toucheront le sol, ben, les filins se détacheront et le véhicule s'éjectera. Donc quand vous voyez une descente comme ça, vous vous dites on ne va pas y arriver, quoi, hein, parce que 7 minutes, et en plus, je vous ai dit que le signal entre la Terre et Mars, c'était 15 minutes. Donc, ça ne peut pas être téléguidé depuis la Terre. C'est un ordinateur de vol qui a téléguidé la descente. Et je peux vous dire que nous, on était à Pasadena, donc au moment de cet atterrissage, donc c'était le 5 août 2012. Alors là, vous nous voyez, on a le visage assez soucieux et on est rentré dans le bunker de la NASA. C'était donc en août 2012 et on a regardé avant de rentrer dans le bunker, on voyait la petite planète Mars, ce point orange, dans la constellation de la Vierge. On se disait, bah, écoute, dans quelques temps, où notre robot va y être, ou il ne va pas y être, c'est 10 ans de recherche, est-ce qu'on va y arriver? Et là, on a attendu 7 minutes, on ne savait pas si ça s'était scratché ou pas. Et là, on a eu nos premières images. Donc là, vous voyez tous les ingénieurs américains qui sont... quand ils sont heureux, c'est très militaire. Quand les chercheurs sont heureux, c'est un joyeux foutoir. Donc là, on était hyper enthousiastes. Et donc, on ne le voit pas très bien, mais c'était un très, très fort moment. Et donc, les premières images de la mission, c'est une caméra qui était sous les roues du robot, qui a pris les premières images et qui a pris presque 24 images secondes. Et il y a un amateur, on fait beaucoup appel aux amateurs, qui a monté, et donc j'espère que ça va marcher. Non, alors attendez, il faut que vous soyez patient. Est-ce que ça va marcher? Si, ça va marcher. Donc là, c'est noir au départ. Donc, grâce à ces 24 images secondes, cet amateur a fait un film des derniers moments de la descente. Et pour moi, c'est prodigieux, quoi. J'ai les poils là j'ai la chair de poule, quoi. Et donc là, vous avez le mont Sharp. Là, vous avez un cordon dunaire tout noir. Et donc, c'est la caméra qui est en train, sous le robot, qui est en train de filmer la descente. Donc les derniers moments de la descente, vous voyez, on tangue, hein. C'est pas très stable. Et ça, c'est du vrai, hein. C'est pas de la fiction. Donc on verra un peu plus tardivement l'aspect de ces dunes qui sont assez merveilleuses.
dunes noires. Hein. Sur Mars, les dunes sont noires, elles ne sont pas comme la dune du Pilat, toutes blondes. On verra pourquoi. Et cette image, pour moi, donc on arrive progressivement, ça ne va pas être très long. Vous allez voir les rétrofusées, vous allez voir la fin du freinage. Et le mouvement, donc c'est le robot qui est quand même suspendu dans son véhicule de descente. On arrive tout doucement, plus que quelques secondes. On va voir les rétrofusées qui se mettent en action, on va voir leur fumée. Et là, on est sur le point d'atterrir, vous allez voir les fumées. Voilà, vous voyez les rétrofusées. Et ça y est, on a atterri sur Mars. Donc quand on voit ça, c'est quand même assez prodigieux. C'est vraiment grâce, je dis, au travail de ces amateurs qui reçoivent, parce que les images NASA, elles sont accessibles pour tout le monde, pas les analyses chimiques. En tout cas, le visuel est accessible. Donc là, au fond, vous voyez le cordon dunaire et au-delà, le mont Sharp, qui est notre destination finale. Même dans cette salle aujourd'hui, on a envie d'applaudir. Je trouve ça formidable. Vous êtes gentil. Je suis un peu désolée pour les conditions de projection, mais quand même, on voit là. Et donc là, vous voyez, c'est notre laser. Et vous voyez, on est dans cette atmosphère un peu jaunâtre, hein, qui est typique de l'atmosphère martienne. Donc là, c'est une autre image que je trouve assez saisissante. C'est qu'on a les satellites en orbite. Et au moment où le robot était en train d'atterrir, on a la sonde en orbite MRO qui, à 340 km, a fait une photo 3 minutes avant l'atterrissage du parachute et du robot au bout du parachute. Je trouve que cette image est quand même assez étrange. Et donc voilà, donc ça, ce sont les premières images qu'on a eues. Donc là, on est encore, c'est une image vue de l'altitude. Hein. Donc on a cherché un peu le robot, on l'a retrouvé là, on a cherché son parachute, on l'a retrouvé là. Donc on a commencé à travailler sur les images, le bouclier thermique à cet endroit-là. Et donc là, il y a le nord, là, il y a le sud. Sol 1, c'est le premier jour. Et donc l'idée, c'est d'aller vers le sud, vers le mont Sharp, qui est cet empilement d'argile qui est un peu notre terre promise. Hein. Et en fait, on s'est dit, bon, on va aller tout droit, on risque d'être dans des terrains assez monotones. Pourquoi on ne ferait pas un petit crochet de 500 mètres vers l'est? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas comme ici. Vous voyez, l'albédo est plus fort, ça a l'air un peu en creux, on voit des espèces de dalles, c'est tout blanc, qu'est-ce que c'est, etc. Donc on a décidé de façon collégiale de faire ce petit détour de 500 mètres à l'est. Pour vous dire que ces décisions, on va le voir, opérationnelles, sont assez importantes. Ces 500 mètres, on les a fait en 9 mois. Hein. Donc 9 mois, il faut faire attention à ce qu'on décide. Hein, parce que si on ne trouve rien, donc on a perdu 9 mois et à ce moment-là, on risque de se faire taper sur les doigts. Donc les premiers jours, donc sol 1 et 2, l'image est sombre, mais donc le robot s'est dégourdi les jambes, il a déployé ses ailes. Nous, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc on s'est dit, on va chercher un nom pour le site d'atterrissage. On s'est tous mis d'accord sur le Bradbury, chronique martienne, c'était facile, mais finalement, ça a eu le consensus a été immédiat. On a commencé à faire des panoramas. Donc là, vous voyez les images, les rétrofusées ont dégagé le sol et ça a été très important, on le verra par la suite, au lieu d'atterrissage. Au fond, vous avez le cordon dunaire qui nous sépare du mont Sharp. Et vous le verrez, du fait de ce cordon dunaire, on ne va pas pouvoir descendre nord-sud parce qu'il est infranchissable. Il va falloir trouver un endroit où il est franchissable. Donc, à vol d'oiseau, on est à 4 km du mont Sharp. Et en fait, pour y arriver, on vient d'y arriver. On a mis 4 ans, plus de 4 ans et demi et plus de 17 km pour pouvoir trouver un passage dans ce cordon dunaire. Nous, donc le sol 5 à 8, là, il y a Sylvestre Maurice qui a créé le laser.
On était dans notre petit motel à Pasadena, à rien faire, c'était génial. Et il nous expliquait comment on changeait de logiciel, donc comment on passait du logiciel de bord au logiciel à terre. Donc il permet de piloter le robot. Donc pour l'instant, on ne savait pas ce qui nous allait nous attendre. On a eu nos premiers selfies, comme on dit, du laser. Et au bout du 13e jour, eh ben, on s'est dit, on va allumer notre laser, il faut voir si ça marche. Et on n'avait jamais allumé de laser dans l'espace, et on a eu ce spectre. Donc cette analyse avec ces pics, et qui est meilleure que sur Terre. Donc on a eu une superbe première analyse. Donc notre laser marche, et on a imposé aux Américains, dans le bunker de la NASA, du champagne, parce que eux, l'alcool, c'est interdit dans l'enceinte. Mais là, un laser hors de la Terre, ça s'était jamais vu. Il était français, et donc on a bu un coup. Donc là, tout allait bien encore, on était assez détendus. Donc après, il y a eu des tests des bras robotiques, il y a eu des tests pour voir si les roues fonctionnaient, parce que l'idée quand même d'un robot, c'est qu'il se déplace. Et puis alors après, ça a été les opérations martiennes pour nous. Alors le robot atterrit en août 2012, et moi je suis rentrée dans ma famille en janvier 2013. Et les amis, la famille ont dit « Ah, c'était bien, les vacances en Californie et tout. » Non, en fait, c'était passionnant, mais c'était extrêmement intense. Et on était quand même enchaînés aux opérations parce qu'on a dû apprendre à travailler à 500 chercheurs ensemble. Ce n'est pas une mince affaire. Il y a autant d'ingénieurs et tout ce monde-là doit se mettre d'accord pour faire avancer le robot et pour lui donner des ordres, lui dire bon, tu vas demain analyser tel type de roche, aller dans telle direction, il faut que tout le monde se mette d'accord. Et ça ne s'improvise pas, c'est une organisation militaire. Moi, je suis chercheur CNRS, et les chercheurs CNRS n'ont pas du tout l'habitude de cette organisation. Ça s'apprend dans des flight schools. Donc, on a fait des flight schools et mes filles me disaient, tu sais même pas réparer la machine à laver la vaisselle, tu apprends à voler. J'ai dit non, non, j'apprends pas à voler, j'apprends à faire fonctionner de façon collégiale un super instrument qui s'appelle le laser ChemCam. Donc les opérations, comment ça se passe? En fait, je vous dis, c'est une organisation militaire incroyable. C'est-à-dire que le robot est américain. Donc, en fait, c'est 15 minutes le dialogue avec le robot. Mais vous imaginez bien qu'on n'est pas avec un joystick comme avec un petit truc à téléguider dans le lac en face ou une petite voiture. On est quand même à 500 millions de kilomètres. Donc, comment on fonctionne? On va, quand le robot se couche, il nous envoie d'un coup par satellite toutes les données qu'il a accumulées la veille. Et nous, on arrive, donc il est 9 h du matin pour les Californiens, 5 h de l'après-midi pour les Français. On est les seuls Européens pratiquement, bon, il y a des Espagnols, mais on est la seule communauté européenne la plus importante. Donc les opérations commencent à 5 h de l'après-midi pour nous, à 9 h du matin pour les Américains. Et on a ce curseur qui se déplace inexorablement, donc qui égrène les secondes, et chacun dans un rôle. Donc il y a des groupes thématiques, moi je suis dans le groupe minéralogie, il y a des groupes biologie, il y a des groupes instrumentaux, et tous ces groupes doivent analyser pendant cette période-là, donc on a 1 h 30 jusqu'à ce bloc-là, où on doit analyser toutes les données de la veille et se mettre d'accord par équipe sur ce qu'on va faire le lendemain. Donc on a un délégué, on arrive généralement à se mettre d'accord, qui va arriver dans cette réunion qui s'appelle le SOG et qui va dire l'équipe minéralogie, en analysant les images de la veille, a vu tel caillou, on dirait qu'il y a un lichen dessus, donc je plaisante, donc il faudrait se rapprocher et tout. Donc, si vous voulez, et donc on arrive au SOG, mais on ne peut pas avoir une minute de retard. Donc tout ça est très, je dis, militaire. Et puis après, notre délégué revient en disant, voilà, ça a été accepté. Donc là, on va tricoter des séquences informatiques pour pouvoir configurer ces ordres pour le robot. Une fois qu'on a tricoté nos séquences, on les envoie aux ingénieurs. Et là, il est à peu près minuit, donc on est un peu excité, fatigué. Minuit, pour nous, c'est pas facile. Et c'est là que la bagarre commence. Parce qu'avec les Américains, dans la recherche, c'est toujours un peu comme ça, c'est toujours la bagarre. Et donc, en fait, c'est un robot américain, donc c'est quand même un peu des cow-boys. Et donc, voilà, c'est eux qui veulent voir en premier. Mais quand c'est nous qui voyons en premier, il faut qu'on s'arrange. Et donc, on a ce qu'on appelle la science discussion à minuit. Pour nous, on n'est pas très frais. Et donc là, on doit marquer son territoire comme un chien. Et donc,
dire, moi, Violaine Sauter, oh là là, j'ai vu un petit caillou blanc, c'est à moi. Voilà, je veux travailler sur ce caillou blanc parce que je pense que ce caillou blanc est porteur d'informations. Donc, on doit faire des PowerPoint, ces conférences à distance. C'est pas simple et surtout, on n'est pas dans notre langue. Mais bon, ben, on y arrive. Donc, si vous voulez, les 6 premiers mois où on était à Pasadena, on faisait ça ensemble. Dans le site de la NASA, ça nous a permis de nous apprivoiser les uns les autres parce qu'après, on rentre chez soi. Hein, donc, on rentre chez soi et donc là, c'était les opérations. Vous voyez, à Pasadena, on était passablement fatigués parce que c'était non-stop. Et puis après, ben, on rentre chez soi. Donc, moi, je suis rentrée chez moi donc, en janvier 2013. Et il y a un centre opérationnel à Toulouse. Donc, le CNES à Toulouse a son centre opérationnel dédié, mais moi, j'habite à Paris. Et puis, j'ai des collègues qui habitent à Nantes et j'ai des collègues qui habitent à Nancy. On a une vie de famille. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais les opérations de chez moi. Donc là, je suis chez moi à faire les opérations 1 semaine sur 2 parce que je n'ai pas envie d'être au laboratoire à 3 heures du matin. Je préfère être chez moi. Donc là, ça crée des fous rires parce qu'effectivement, les Américains, pareil, ils sont dispersés. Il y en a à Boston, il y en a sur la côte est, ouest, etc. Donc on est tous en téléconf, mais avec cette organisation militaire. Vous voyez, il y a derrière sur mon mur, là généralement c'est le cinéma à la maison, mais là non. C'est les opérations martiennes avec le curseur qui se déplace et je sais exactement ce que j'ai à faire. Donc je suis sur Skype et je discute avec les collègues et chacun dans son rôle. Donc voilà, donc c'est des opérations qu'on mène depuis maintenant 4 ans et demi, qui sont un peu fatigantes parce que notre laser, c'est parmi les 10 instruments celui qui fournit le plus de données. On est à 450 000 analyses en 4 ans et demi, alors que d'autres instruments n'ont fait qu'une vingtaine d'analyses. Ce sont des analyses plus longues, plus coûteuses en énergie. Nous, c'est des analyses assez sales, mais très très rapides. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a analysé, hein? Donc là, on voit peut-être pas très bien. Donc on a atterri, le nord est là. On a atterri sur le site de Bradbury. On a fait ce petit détour de 500 mètres à l'est. Et puis après, je vous disais, on aurait bien aimé partir en vol d'oiseau sur le mont Sharp, mais là, la dune était infranchissable. Donc là, on a vu, ça c'est par télédétection, par les images satellites, qu'il y avait un petit passage là. Donc pour vous dire, là, c'était l'ellipse d'atterrissage, donc c'était la zone au sein duquel on devait atterrir. Et on est ici au jour d'aujourd'hui, donc au bout de 4 ans et demi, on a fait 16 km. Hein. Mais vous allez voir qu'on a vu quand même beaucoup de choses sur ces 16 km. Donc là, j'ai remis le nord au nord, le sud au sud, la petite virée de 500 mètres à l'est en 9 mois. Là, tout notre trajet. Et là, vous voyez le cordon dunaire, le mont Sharp, et là, le passage qu'on est en train de franchir en ce moment. Donc la saison 1, c'était plutôt des terrains de fond de cratère. Et la saison 2, on arrive aux bases du mont Sharp avec ces empilements d'argile qui était quand même l'objectif final de la mission. Donc, je vais vous montrer un peu ces paysages. Donc, on est allé d'abord dans la zone A. Et donc, vous voyez, on est en route vers l'est, vers cette zone quand même qui est une espèce de dépression de roches plutôt blanches. Et donc voilà, et donc en chemin vers cette dépression, donc là, dans cette zone-là, mais qu'a-t-on observé? On a observé ce qu'on appelle des conglomérats. Ça, c'était déjà un truc incroyable. Les conglomérats, en fait, ce sont des roches qui tracent des anciens lits de rivières fossiles. Alors, si vous regardez de près un conglomérat, vous voyez des galets tout ronds qui sont cimentés par des espèces de matrices argileuses ou autres. Là, vous avez un conglomérat sur Terre, conglomérat sur Mars. Vous êtes tous allés vous baigner l'été dans une rivière. Dans une rivière, vous vous promenez, il y a plein de galets tout ronds qui sont émoussés par le courant et vous sentez des petites particules argileuses qui vous chatouillent les mollets. Imaginez qu'au bout des milliards d'années, il n'y a plus d'eau, l'eau s'évapore et donc vous allez avoir ces particules argileuses qui vont cimenter ces galets. Ça donne un conglomérat. Donc un géologue, quand il trouve un conglomérat, il sait qu'il y a eu un lit de rivière fossile. Donc là, à peine on commençait la mission, qu'on a trouvé des traces d'une rivière fossile dans le cratère qu'on était venu explorer. Puis alors après, quand on a ausculté ces galets dans les conglomérats, on a été très surpris de voir qu'il y avait plein de galets blancs. Alors pour vous, c'est du chinois, mais en fait, Mars, pour nous, c'était un basalte. Un basalte, c'est tout noir. Donc on s'attendait à voir dans les galets
qui sont en fait, vous avez le lit de rivière fossile, on atterrit ici, donc le mont Charpe est là, le cordon dunaire est là, et donc là on a atterri au pied du cône alluvial de cette rivière fossile qui a échantillonné tout le flanc nord du cratère de Gell. Et le flanc nord, on se disait c'est du basalte, or c'est des cailloux tout blancs qui ont une affinité avec des granites terrestres. Donc là, ça a été la grosse surprise. Sur Mars, il y aurait des roches d'affinité granitique, il y aurait des roches continentales comme sur Terre. Et ça, c'est une découverte incroyable pour nous, géologues, de penser que sur Mars, on a eu des continents il y a plus de 4,4 milliards d'années, à une époque où on pensait que c'était des planètes toutes en fusion, etc., où il n'y avait pas de roches aussi évoluées. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça, c'était le premier truc incroyable, c'est la pellicule du lait de la planète, la première croûte, elle est blanche. On ne se pensait pas qu'elle serait blanche. Donc ça, c'était la grosse trouvaille. Bon, et puis, après, on a utilisé nos pelles. Là, vous voyez, on a fait nos premières pelletées dans le sable parce qu'on a franchi un premier petit cordon dunaire. Donc, vous voyez l'image de la pelle, on ne la voit pas très bien avec le sable à l'intérieur. Et on a testé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre laboratoire chimique, alors la diffraction X, c'est ce qui permet de déterminer la cristallographie des minéraux qu'il y a dans le sable. Et on a testé SAM qui nous permet d'analyser les gaz, l'atmosphère martienne et les schnops dont je vous parlais. Et puis donc on a fini par arriver dans cette dépression toute blanche qu'on voyait en altitude. Et là vous voyez des bancs gréseux. Et donc vous avez une dépression qui est bordée par des niveaux plus durs gréseux. Et au fond de cette dépression, vous voyez ces dalles argileuses. Donc en fait on a fini par comprendre qu'on arrivait au fond d'un petit lac complètement desséché. Donc on s'est dit, on va essayer notre foreuse, parce qu'une argile, c'est assez tendre, et on a fait nos premiers forages, vous voyez, donc dans ces dalles argileuses qui tapissaient le fond de la dépression. Et donc, vous voyez, l'argile, elle est oxydée en surface, elle est verte en profondeur. On a fait tout un tas d'analyses dans ces argiles. Et aux choses extraordinaires, on a trouvé pas mal de minéraux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a trouvé nos premières traces de matière organique. Donc en fait, ça faisait vraiment peu de temps qu'on était à la surface de Mars. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est des hexachlorobenzène. Alors c'est un peu compliqué parce que la surface de Mars, c'est un peu embêtant. Elle est couverte de perchlorate. Le perchlorate, c'est quoi? C'est comme l'eau de Javel. Alors l'eau de Javel, ça stérilise plutôt les bactéries. Donc ça, c'est le problème de la surface de Mars qui est couverte de ces roches riches en chlore. Et nous, on a fait un forage en dessous, et en dessous, on a trouvé de la matière organique, sauf qu'on fait de la chimie à chaud dans nos instruments. Donc vous mélangez à chaud les perchlorates et l'argile qui contiennent la matière organique en dessous, et ça fait un truc compliqué qu'on appelle l'hexachlorobenzène. Mais ça veut dire que de toute façon, il y avait à la base de la matière organique. Et puis en analysant ces argiles, on en a déduit que c'était un lac d'eau douce, tout à fait potable, peu profonde. Donc tout ça, c'est tout à fait propice à la vie. Donc ça, c'était quand même le grand succès de ces premières traces. Donc d'abord une rivière fossile, puis un fond de lac. Donc tout ça, on pouvait repartir. À la limite, la mission était finie. Donc voilà, on a trouvé quelques schnops grâce à ces premières analyses. Donc après, on est sorti de cette zone B. Donc on a été dans la zone C. Donc là, c'est les paysages qu'on a traversés. Donc vous voyez, il y a des espèces de mésas, il y a des blocs erratiques, il y a des dunes. Tout ça, c'est des paysages vraiment très martiens. Donc vous voyez, c'est très pulvérulent. Donc vous voyez l'empreinte du robot, les traces qui sont très, 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 très visibles. Et alors, il y a quelque chose que je vous montrerai après. Donc là, c'est vu de satellite. C'est super parce qu'on arrive à voir le robot, vous voyez ces traces, comme ça. Et là, il est là. Donc la photo qui a été prise du ciel nous permet de voir nos traces dans les terrains, et dans ces terrains qu'on sillonne avec ces espèces de mésas, donc de niveaux avec des chapeaux un peu plus durs comme des cheminées de fée. En dessous, c'est beaucoup plus tendre. Donc voilà, donc notre laser a continué à faire tout un tas d'analyses. Donc là, on fait encore des forages, et vous regardez, on fait même des images la nuit avec l'éclairage, le LED de la caméra. Et vous voyez l'impact du laser qui permet de faire des analyses très précises, puisque chaque point d'impact
fait 300 microns, ce qui est tout petit, donc ça nous permet d'analyser très précisément ces argiles. Et on trouve aussi des météorites sur Mars. Regardez cette belle météorite de fer qui est absolument superbe. Alors nous, on voulait se rapprocher, les Américains n'ont pas voulu, ils ont dit c'est pas l'objectif de la mission. Mais nous, on aurait bien voulu, parce que c'est une météorite de fer, ça aurait permis de calibrer nos raies en fer et nickel. Mais donc on a pris plein de photos, parce qu'il faut voir comme l'atmosphère martienne est ténue, et que la source des météorites, c'est entre Mars et Jupiter dans la ceinture d'astéroïdes, mais en fait, on trouve pas mal de météorites à la surface de Mars. Alors qu'à la surface de la Terre, il faut pas mal de temps avant d'en trouver. Donc, mais sur Mars, même une mission courte, entre guillemets, comme celle-là, eh ben, on a trouvé ces belles météorites. Donc après la saison 2, donc au bout de quand même pas mal de mois, on est sorti en fin de l'ellipse d'atterrissage. Là, on voit en pointillé, c'est la limite entre les sédiments de fond de cratère et les sédiments du pied du mont Sharp. Donc on a vraiment mis beaucoup de temps pour arriver dans cette zone. Donc là, vous voyez, le nord est là, le sud est là, le mont Sharp est là, et là, c'est le passage qu'on a trouvé dans le cordon dunaire. Et là, une coupe, je ne vais pas insister, mais là, vous avez les sédiments de fond de cratère, et là, on va monter dans les formations qui constituent la base du mont Sharp. Donc là, encore une photo, vous voyez, vue du satellite, notre petit robot. Donc c'est assez plaisant de pouvoir s'observer aussi, vue de haut, voir notre trajet. C'est dommage, les images sont sombres. Donc là, on a continué à faire beaucoup de forage, et vous voyez que le capot est de plus en plus sale. Donc là encore, des images. Et si vous regardez bien, les roues ont beaucoup souffert. Alors les roues, ce n'est pas des pneus. Et donc il y a des trous. Là, vous voyez des trous très réguliers qui sont des rectangles. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est qu'il y a une concurrence incroyable aux États-Unis entre la NASA et le JPL. Et le JPL, Jet Propulsion Laboratory, qui a été un acteur fondamental dans la réalisation de ce robot, voulait écrire JPL sur la carlingue. La NASA n'a pas voulu, donc ils ont écrit JPL en morse, qui fait qu'à chaque fois qu'on roule, on lit JPL dans le sable martien. Donc ça, c'était au début. Mais il y a autre chose que le JPL, c'est que vous voyez des énormes trous. Et ça, c'est au bout de 6 mois, à rouler sur les cailloux martiens qui sont érodés par l'action des vents, donc qui ont une forme un peu pyramidale. Il faut voir que c'est comme une canette de bière ou de coca. Vous vous écrasez avec 900 kilos, vous écrasez un caillou, ça fait un petit trou et puis ça se déchire. Et donc, au bout de 6 mois, on avait des gros trous dans une des roues. Et alors, tous les concepteurs des roues ont été virés du jour au lendemain, donc, parce qu'ils avaient mal fait leur boulot. Et depuis, on a quand même ralenti beaucoup notre trajectoire. On a plein de caméras à ce niveau-là, et qui permettent de voir vraiment où est-ce qu'on va. Alors ça, c'est le boulot des ingénieurs, qui est un boulot difficile, parce qu'on avance 60 cm par 60 cm. C'est un tour de roue. Et faut faire attention à l'endroit où on marche. Et nous, en opération martienne, il faut que vous voyez quand même qu'on passe des heures toutes les nuits. Alors, il n'y a pas toutes les nuits quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a des moments qui sont un peu, on va dire, un peu longs. Donc, avec les étudiants, on essaye de s'amuser. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher. On était dans les... Alors, je vais essayer d'être... Là, on était dans la zone... Mais moi, je le vois et vous ne le voyez pas. Flûte. Est-ce que vous voyez? Là, on est dans les buttes de Murray. Donc, il y a un étudiant qui a dit, on va faire du Murray-Com. Ennio Murray-Com, donc qui s'est amusé. Voilà, on s'est distrait un peu. Et bon, c'est quand même assez fantastique. On est sur Mars. Et puis, alors, en pleine nuit, on a des hallucinations, parce qu'on voit plein de cailloux qui ont des formes bizarres. Donc, on plaisante avec les Américains, tout ça par Skype, c'est assez rigolo. Et puis là, on a vu un truc, on s'est dit, là, il faut qu'on se rapproche, là, il y a quelque chose et tout. Mais bon, voilà, quoi. C'était juste une forme. Donc ça, c'était en août dernier. On est toujours dans ces terrains-là, on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on bouge, mais les terrains sont toujours comme ça. Ça, c'est...
paysage voilà, quand on Murebut, musique Ennio Morricone. Voilà. Donc voilà, donc ben ça c'était. Là on arrive donc dans ces buttes qui sont le pied du Mont Chartres. Donc vous voyez qui ont ces paysages un peu genre Santa Fe où sont filmés tous les films de cow-boys. Et donc, on a franchi ce cordon dunaire. Mais donc là, c'était un bivouac parce qu'on est quand même fatigué. Entre Noël et le jour de l'an, on n'aime bien plus faire d'opérations. Donc, on arrête le robot. Et donc, ça, c'était l'an dernier. Donc, on a décidé là que le robot pouvait se lever dans cette espèce comment dirais-je, de cirque. Donc, vous voyez, c'est les dunes vues du ciel. Elles sont quand même incroyables. Elles sont complètement avec dendritique et tout. Elles sont toutes noires parce qu'il y a très peu de quartz et de calcite sur Mars, qui sont les minéraux blancs qui forment les dunes terrestres. Là, c'est fait au contraire de dunes de péridot, donc de dunes vertes, de dunes de minéraux ferromagnésiens. Donc c'est quand même assez joli. Donc là, c'est dommage, on voit pas. Donc ces dunes, on s'est quand même rapproché. On les a. Là, ça fait à peu près quelques mètres de haut. Vous voyez, 4-5 mètres de haut. Et moi, je trouve que c'est des drapés. C'est dommage. J'espère que vous appréciez là. C'est tout à fait spectaculaire. C'est des drapés. Moi, je trouve fabuleux. C'est presque de l'art abstrait. Et en fait, si vous voulez, l'atmosphère est très ténue sur Mars. Et donc, c'est pas ça convecte pas beaucoup. C'est plutôt un écoulement laminaire. Et du coup, vous avez ces espèces de drapés comme un textile dans les dunes que moi, je trouve absolument fabuleux. Donc, on a pris des images dans tous les sens de ces dunes qui sont quand même incroyables. Donc là, voilà, on a franchi ce passage-là. Et là, vous voyez très bien le passage au pied du Mont Chartres. Donc on est exactement dans cette zone-là en ce moment. Là, c'est les photos qu'on prend du Mont Chartres. Donc tous ces niveaux d'argile. Donc vous voyez, on a passé les dunes, on est là en ce moment. Vous voyez tous ces dunes et ces niveaux d'argile et ces sulfates plus hauts. Vous voyez les sulfates tout blancs. C'est quand même assez spectaculaire. Et le robot, il est à peu près de la taille de la boule que vous avez ici. Vous voyez, donc c'est tous ces paysages. Donc vous voyez, on force un peu les couleurs parce que le ciel n'est pas bleu sur Mars. Hein, mais pour pouvoir comparer la couleur des rochers sur Mars et des rochers sur Terre, on exagère un peu sur certaines couleurs pour pouvoir comparer des choses comparables. Donc voilà, donc au bout de 1600 jours martiens, 16 km, le robot a analysé le laser a analysé 1500 cibles et on est à 450 000 analyses qu'il nous faut dépouiller. C'est pour ça qu'on est fatigué parce que le SAM ou d'autres instruments, ils ont une vingtaine d'analyses depuis le début. C'est des analyses longues. Nous, c'est des analyses extrêmement rapides. Et du coup, vous voyez tous les cailloux qu'on a analysés depuis le début de la mission. Et là, je voulais vous montrer une photo des roues, mais on ne voit pas bien les trous parce que l'image est sombre. Là, c'est un coucher de soleil sur Mars. Il y a des jours, il y a des nuits sur Mars. Donc là, vous voyez le coucher de soleil dans le cratère de Gale. Et puis, donc là, c'est Curiosity, donc, qui est en train de faire toute sa mission. Donc, on espère qu'il va avoir encore 4 ans de durée de vie. Alors, la durée de vie du robot, c'est quoi? C'est la pile nucléaire. La pile nucléaire, elle ne marchera pas au-delà de 8 ans. On est à 5 ans. Donc voilà, on pense qu'on va encore pouvoir, mais bon, on va peut-être pouvoir marcher grâce à la pile, mais peut-être que nos instruments vont être tellement empoussiérés qu'ils vont, les uns après les autres, cesser de fonctionner. Pour l'instant, tout le monde fonctionne bien. Et là, c'est les prochaines missions. Donc, vous voyez les années à venir. Il y a ExoMars. Il y a malheureusement Schiaparelli qui s'est scratché. Vous avez entendu, les Européens n'ont pas été très forts encore sur ce coup-là. Et il y a MSL 2020. Moi, je suis plus toute jeune, mais on a encore eu, c'est le jumeau de Curiosity, et on a un ChemCam survitaminé qu'on a appelé SuperCam, qui va être un laser encore plus performant, qui va nous permettre d'analyser la matière organique, ce que ChemCam ne peut pas faire. Hein. C'est SAM qui, pour l'instant, analyse la matière organique. Donc avant, on suivait l'eau dans le passé. Après, ça a été l'habitabilité, et maintenant, les missions suivantes vont vraiment être axées sur la recherche du carbone. Et en attendant, donc, vous voyez, il y a le match aller, c'est les missions martiennes, hein, mais vous savez qu'on envoie des robots qui ne reviennent pas, hein, parce qu'on sait faire atterrir un robot sur Mars, on ne sait pas le faire revenir. Donc les retours d'échantillons martiens, ce n'est pas encore pour demain. Les retours d'humains, ce n'est pas encore pour demain non plus. Il faut qu'ils y aillent, mais de toute façon, on ne pourra pas les faire revenir.
Donc en attendant, moi je travaille sur des météorites martiennes parce que Mars a la gentillesse, mais avec beaucoup de parcimonie, de nous envoyer de temps en temps une météorite martienne. Donc sur la totalité des météorites qui existent, c'est que 3 pour 1000 des Sud, parce que Mars c'est quand même un corps assez important avec de la gravité. Donc il faut des impacts extrêmement violents pour arracher des cailloux de Mars et pour avoir la chance qu'ils arrivent sur Terre. Et là vous avez mon martien préféré qui est un petit bonhomme qui est en fait un minéral qu'on appelle une titanomagnétique et qui vous regarde. Et je vous remercie pour votre attention malgré les difficultés techniques qu'on a qu'on a rencontrées. Merci Mille-Toi. Éblouissant. Ouais, alors, écoutez, la parole, les remarques, les questions, allez-y. Je pense que quand même, là, il y a de quoi faire. Allez-y, je vous écoute, nous vous écoutons. Oui? Non, c'est pas... Bouche bée, hein, vous êtes bouche bée. Non. Je vous en prie, allez-y. Oui, monsieur, bonsoir. Voilà, le bouton rouge. Vous parliez du partage de données tout à l'heure, parce qu'effectivement, on peut profiter de toutes les photos de la NASA. Il y a des sociétés privées qui s'apprêtent à essayer d'envoyer des gens sur Mars, qui s'y préparent en tout cas. Votre module RAD, vous en partagez les données du coup? Oui, elles sont officielles, les données. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. Si vous envoyez un homme sur Mars, il y a déjà le voyage. C'est-à-dire que le voyage entre la Terre et Mars, RAD a mesuré il y a eu des éruptions solaires au moment du voyage. Donc déjà là, c'est 4 ou 5 fois plus que l'homme peut supporter. Et puis après, quand on arrive sur Mars, effectivement, il n'y a pas cette protection, cette bouée magnétique, donc c'est très, très irradiant. Bon, alors on peut toujours dire qu'on aura des systèmes dans des combinaisons spéciales et que les hommes sur Mars ont intérêt à les mettre dans des chenaux de lave protégés de cette irradiation. Donc c'est pas simple. Et RAD continue à mesurer à l'heure actuelle à la surface de Mars un taux de radiation qui est plutôt insupportable, quoi. Mais bon, rien n'est impossible. Mais les médias parlent de l'homme sur Mars. En fait, c'est pas pour demain. Là, on a préparé des gens, mais c'est Endemol qui était derrière. C'est quand même un peu la télé-réalité. Alors, ok, ça donne un engouement, mais on est loin. On ne sait même pas faire revenir un petit caillou de Mars. Le jour où on va faire revenir des échantillons, et ça, c'est vraiment notre objectif de scientifique. Parce que, si vous voulez, là, quand on fait des analyses à distance avec un robot, c'est quand même assez sale. Vous voyez, on ne peut pas casser le caillou, on ne peut pas le lécher. Moi, je suis géologue, j'ai besoin de tous mes sens pour apprécier un caillou. Et puis, en plus, les instruments que j'ai sur Terre sont beaucoup plus sophistiqués que ceux qu'il y a sur le robot. Donc, il nous tarde d'avoir déjà des échantillons qui reviennent de Mars. Et ça, avec MSL 2020, on va essayer de faire revenir... Donc, si vous voulez envoyer des hommes, c'est pas facile. Après, il faut les faire revenir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un module de décollage parce que voilà, il faut l'homme il puisse repartir à 5 km/s, c'est-à-dire échapper à la gravité martienne. Tout ça, ça se fera. Et je pense que donc après, on peut être contre toute cette surmédiatisation, mais cette surmédiatisation, elle a aussi du bon parce qu'elle permet de dynamiser les recherches sur Mars. Mais moi, je n'ai pas une vision colonisatrice de la planète Mars. Pour moi, Mars, c'est intéressant de la comprendre pour mieux comprendre la Terre, pour mieux comprendre le fait qu'on vit sur une planète extraordinaire avec un équilibre extrêmement fragile. Ce que Thomas Pesquet essaye de dire aussi, c'est que s'éloigner de la Terre, quand il voit tous les grands mouvements environnementalistes, ils sont nés des missions lunaires. C'est-à-dire que les hommes qui sont partis sur la Lune, ils ont vu la Terre comme un petit vaisseau isolé, tout seul, avec comme une unité, où tout est connecté d'un endroit à l'autre de la planète. Donc ça fait prendre conscience de cette fragilité. Et la Terre, c'est un équilibre entre Vénus et Mars. Et Vénus et Mars sont nos laboratoires vivants, et on n'a pas intérêt à les coloniser pour effacer toutes les informations qui peuvent nous apporter sur ce qu'il faut qu'on évite. Voilà. C'est un peu, moi, Et puis en plus, si on cherche des traces de vie sur Mars et que nous, on commence à amener nos bactéries, ça va pas être... C'est chaud, quoi.
Pour l'instant, faudrait un peu qu'on essaye de les trouver avant d'y arriver nous-mêmes, quoi. Oui, d'autres questions? Une chose, si je peux me permettre, puisqu'il Oui. y a une chose qui m'a vraiment ravi, c'est votre montage western. Non pas que je sois un fanatique des westerns du tout, hein, ça dépend lesquels en plus, enfin bon. Mais ça me fait penser à quelque chose que je ressens beaucoup en regardant les photos, en particulier de Curiosity, mais même Spirit, etc. C'est que finalement, ces paysages martiens, ils sont relativement semblables à certains paysages terrestres. Ils sont pas, c'est pas époustouflant, c'est pas bon. Et alors, c'est une espèce de difficulté pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas beaucoup, surtout en biologie, etc., comme moi, c'est de se dire, mais c'est quand même bizarre qu'on ne trouve pas un os de poulet là-dedans. Ben oui, on le cherche, je veux vous dire. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est quand même, c'est tellement semblable sur un certain nombre. Parce que même dans l'Atacama, on va trouver... Oui, mais moi j'y vais dans l'Atacama souvent. Ah bon, vous m'enverrez un petit... Oui, je vous enverrai. C'est très bien, je vous conseille. Mais non, mais c'est quand vous voyez des fonds de lacs asséchés, quand vous voyez des lits de rivières fossiles... Il y a des dalles, là, on dirait, poussons les murs. Voilà, mais on a quand même toutes les conditions pour que... On n'a pas encore trouvé, mais c'est ce qu'on cherche. Mais... Et vous pensez, enfin, si vous et vos collègues pensent que c'est plutôt en profondeur, à cause des radiations, oui, etc. Parce que comme c'est irradié par les UV en permanence... Donc, s'il y a eu des molécules organiques en surface, elles ont été cassées, quoi. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouve pas des morceaux, mais on préfère faire des forages parce que les irradiations, elles ne pénètrent pas si Ce qui est choquant aussi, c'est la différence de couleur. Vous voyez, la partie oxydée réduite. Et puis, donc, c'est dans la partie réduite qu'on cherche les bébêtes, quoi. Enfin, qu'on cherche pas les bébêtes, il ne faudrait pas dire ça. Mais là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le robot en question, enfin Curiosity, Opportunity, pardon. Curiosity, pardon, il n'est pas préparé, il n'est pas non, pour trouver des traces. C'est-à-dire qu'en fait, il trouve des éléments organiques, mais il trouve pas. Il n'est pas préparé. C'est parce que son objectif c'était l'habitabilité, donc trouver des conditions propices. Donc on a trouvé un lac avec les conditions de pH, tout pour que. Voilà. Maintenant, Sam, il fait de la chimie à chaud, ce que j'ai essayé d'expliquer. Donc c'est mélangé. Donc en fait, on chauffe les échantillons. Donc quand vous faites votre forage, vous avez les perchlorates, donc ce que j'appelle l'eau de Javel ou AZF. AZF, c'est du perchlorate puissance 1000, donc c'est pas terrible, quoi. Et vous mélangez les perchlorates avec ces argiles vertes et vous chauffez. Donc il y a des réactions incroyables. Donc voilà, on perd une partie du message primordial. Donc dans MSL 2020, le prochain robot, notre laser, il va être aussi doté ce qu'on appelle un Raman et un spectromètre infrarouge qui vont pouvoir faire l'analyse du carbone à froid. D'accord. Donc là, il va être quand même plus pointu. Oui. On ne va pas faire ces réactions dans la colonne de mesure qu'on est en train de faire. Vous n'avez pas pu y penser avant à ça? On a voulu envoyer Chemcam, on voulait qu'il soit Raman et mais les Américains n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Oui, donc, mais par contre, c'est passé là. Donc, Oui, monsieur. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que le champ magnétique de Mars avait disparu il y a 3,7 milliards d'années. Oui. Quelle preuve a-t-on de cette existence de ce champ magnétique? Et est-ce que les événements volcaniques qui se sont produits, les forts événements volcaniques qui se sont produits, n'ont pas un lien avec la disparition de ce champ magnétique? Alors, oui, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que, effectivement, la disparition du champ magnétique, une des raisons, c'est le refroidissement du noyau. Et en fait, les grands panaches qui forment les grands volcans surface et qui sont déclenchés à ce moment-là, c'est une façon de refroidir l'intérieur d'une planète. Donc il y a une corrélation entre les deux. Maintenant, avant 3,7 milliards, on a des alignements de magnétites. En fait, on a des rayures magnétiques comme on en voit dans le fond des océans. Donc on a des traces sur les surfaces anciennes de Mars qui a eu du champ magnétique. Donc ça, mais qu'on n'a plus après dans les terrains plus récents. Et effectivement, il y a une corrélation entre probablement le refroidissement du noyau et le refroidissement du manteau qui donne ces grands panaches.
tout ça, ça reste encore, là je vous réponds comme ça, on est quand même toujours dans la spéculation. On a effectivement des données qui avaient des empreintes magnétiques avant 3,7 milliards, qui n'en a plus. On a ces données de ces grandes éruptions qui commencent à 3,7 milliards. Et on a l'idée logique que comme la planète est plus petite, son noyau est plus petit et qu'il se refroidit plus vite. Donc voilà. Donc, et si le jour où le noyau de la Terre sera complètement refroidi, on n'aura plus de champ magnétique. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a une graine solide dans un océan de fer liquide. On n'a pas fini le refroidissement. Voilà, je ne sais pas si... J'arrive. La gravité, elle peut expliquer aussi l'altitude des volcans martiens, puisqu'elle est très faible, non? Non, elle explique plutôt. Non, elle explique plutôt le fait que l'atmosphère soit échappée. Il y a à la fois le fait qu'il n'y a pas eu plus de bouée magnétique qui colle l'atmosphère, et il y a le fait aussi que la planète est plus petite que la Terre, donc elle retient moins la gravité est moins forte, donc elle retient moins l'atmosphère. Ceci dit, non, pour les hauteurs des volcans, non. C'est plutôt l'absence de tectonique des plaques, quoi. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour le travail que vous avez accompli. Merci. Avec toute votre équipe. Et puis maintenant, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est, j'ai entendu parler dans une émission de vulgarisation scientifique que il y avait eu dans ce qu'on croit être l'océan de l'hémisphère nord, il y aurait eu, pense-t-on, oui, c'est ça, une sorte de grosse météorite qui aurait généré un impact, créant un gigantesque tsunami avec des vagues de, paraît-il, 300 mètres de hauteur. Oui, alors... moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais on va dire que ça fait partie du débat scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, ce tsunami, les preuves indirectes de ce tsunami seraient des espèces en morphologie de coulées rocheuses. Donc, l'océan aurait été dans l'hémisphère nord. Donc, à la limite entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on voit des espèces comme de la boue qui remonterait sur les hauts plateaux. Donc, on se dit... tsunami. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette histoire d'océan martien et de tsunami, le seul endroit où on ne trouve pas d'argile, c'est dans l'hémisphère nord. Et voilà, et on ne trouve pas de carbonate, on ne trouve rien qui nous dise qu'il y a eu de l'océan. Donc, il y a un gros débat entre les chimistes, les minéralogiques et les géomorphologues. Donc, les indices de tsunami sont des indices dans la morphologie des roches, mais la chimie des roches et la chimie de l'altération ne parle pas en faveur d'un océan. Donc on est dans un débat vivant en ce moment. On a peut-être tous raison, mais disons que le débat est loin d'être... Il y a des articles qui sont sortis récemment. Oui, la deuxième question est la suivante. Dans l'hypothèse où on arriverait à rapporter des matières ou des roches de Mars qui arriveraient sur Terre, ne pourrait-on pas craindre une sorte de contamination de la Terre par ces organismes martiens qu'on ne connaîtrait pas? Voilà, donc en fait, le retour d'échantillons martiens, en fait, s'accompagne de protections planétaires absolument phénoménales. Donc il y a des concours ouverts entre tous les labos du monde pour avoir des IP4, des labos hyper protégés, mis en quarantaine des échantillons, etc. Donc on se prépare au retour. Mais pour ces raisons-là. En sens inverse, nous, quand on envoie... Oui, c'est plutôt nous qui polluons à peu près toutes les planètes. Oui, ça, ce qui s'est passé, en fait, le robot, au bout du bras, il y a une foreuse. Et au départ, donc tout le robot, il est passé en chambre blanche, ça. Donc, il était censé être totalement stérile. Et puis en fait, donc on avait une petite trousse à outils avec les têtes de forage et puis avec je suis fatiguée avec les tubes et tout. Finalement, on s'est dit, si on rate un épisode, on va quand même mettre un tube au bout de notre tête de forage, mais ça, on l'a fait à la dernière minute, donc le tube, il n'est pas passé donc il est pollué. Qui fait que déjà, une des premières analyses qu'on a fait de l'atmosphère martienne avec Sam qui marche au ppm, on a trouvé l'atmosphère de la Floride. C'était un peu embêtant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de la pollution, quoi. Donc ça, c'était le premier problème. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, on a vu des RSL, ces Recurring Slope, etc. C'est des espèces de traînées brunâtres
sur les flancs exposés au sud, et en fait, qui suppose peut-être que même à l'heure actuelle, il y a des eaux saumâtres qui, alors le sel, hein, ça abaisse les points de fusion, etc. Donc des eaux saumâtres qui à la faveur du réchauffement, apparaissent et disparaissent sur les flancs des dunes, etc. Et on s'est dit, bah tiens, on en a vu une à côté du robot, là c'est de l'eau vivante, quoi, qui apparaît, qui disparaît. On va aller l'analyser. On a eu l'interdiction de le faire parce que précisément notre tête de forage, elle n'est pas stérile. Donc nous-mêmes, on n'a pas le droit de s'approcher d'une zone avec un fluide potentiel. Donc, de toute façon, c'est un très gros problème de stériliser les engins avant le départ. C'est quasiment impossible. Il y a toujours quelque chose qui... Après, on trouve ce qu'on amène, hein, ça c'est certain. Cela dit, quand même, ces traînées d'eau saumâtre, ça a fait un drôle de débat, hein, et ça continue, je pense. Oui, c'est hyper intéressant. Étant donné que c'est l'explication, pardon, que c'est pour moi et mon incompétence, que c'est le fait qu'elle soit saumâtre qui fait qu'elle puisse demeurer un petit moment sous forme liquide, c'est ça? Oui, c'est ça. Que le point de fusion, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça le... Oui, alors, oui, madame, je vous en prie. Moi, mettez votre micro bien devant. Voilà, merci madame. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question qui a rapport avec le robot. Vous parliez de sa mobilité et notamment qu'il utilisait des roues. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé des chenilles? Alors là, c'est une bonne question aussi, parce que voilà. au Muséum d'histoire naturelle, donc moi je suis CNRS, mais je suis abritée au muséum, il y a des gens qui travaillent sur les serpents et qui ont beaucoup discuté avec des gens de la NASA justement pour étudier les peaux de serpent en chenilles. Donc ça, c'est des choses qui sont, comment dirais-je, qui sont dans l'air du temps. Oui, il y a des réflexions autour de ça. Après, je pense que le fait qu'il y ait 6 roues motrices et tout, il y a une certaine, voilà, on peut, je sais pas si avec les chenilles, on peut faire un créneau, plus facilement c'est plus qu'en mobile, tank. quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais madame, prenez votre billet pour Pasadena, hein, je pense que... Ouais, la chenille, les gens y pensent. Hein. Oui. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Félicitations, les images étaient formidables. J'aurais voulu connaître la nature du laser. C'est un YAG ou... Non, c'est ni un YAG, ni un YIG. C'est un nom à coucher dehors, et là... c'est néodyme quelque chose, néodyme. mais c'est pas un YAG. Mais c'est dans l'infrarouge. C'est dans l'infrarouge, il est à 1064. Oui. Non, il n'est pas. Oui. Oui. Et vous connaissez sa puissance? Oui. Vous êtes un vilain, monsieur, je trouve. Hein, mais, bon. Non, c'est parce que je connais les lasers. Oui, on s'en rend compte. Oui. Ça doit être. Est-ce que vous avez eu le temps de retrouver la puissance du Là, laser? je suis en train de passer ma fiche technique. Si je dis 14 millijoules, je dis une. Non, c'est possible. Oui, c'est le chiffre qui me vient. Non, mais c'est pas grave, je chercherai. Non, mais bon. Je vais vérifier après, voilà. Mais c'est ma réponse. Comme quoi, les plus grands, il y a toujours une colle qui leur convient. Oui, monsieur, bonsoir, allez-y. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'on a une idée de la fertilité des sols de Mars? Fertilité. Est-ce qu'on pourrait cultiver dessus, en fait? Justement, là, le problème, c'est qu'il y a tellement de perchlorate que ça, c'est pas très fertile, quoi. Parce que, je veux dire, faut avoir des compagnons de voyage qui font leur parce que ces perchlorates, c'est des composés chlorés qui stérilisent pas mal la surface martienne. Donc après, il faut les fertiliser comme l'homme seul sur Mars, avec ses propres déjections, tout ça, en retournant tout ça, voilà. Mais pourquoi pas? Cela dit, la tempête dans Seul sur Mars, elle est un peu violente, à mon avis, hein, étant donné la densité de l'air. Ça, c'est peu réaliste, par contre. Ça vous déçoit, monsieur? Peut-être vous vouliez faire un petit potager là-bas. Oui, oui. Bonsoir, merci pour l'intervention. Moi, j'ai une question. Donc, on sait maintenant, a priori, qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars. Il y a suffisamment d'indices. On sait aussi qu'il y a des molécules organiques.
Du coup, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous cherchez pour pouvoir dire un jour, on est sûr qu'il y a eu de la vie? Il y a peu de chances qu'on trouve des bactéries qui nous fassent coucou. Donc, qu'est-ce que vous attendez, vous, chercheurs, pour pouvoir dire un jour, il y a eu de la vie sur Mars? Bon, alors ça, ce que les gens cherchent, c'est ce qu'il y a avant l'ADN, quoi. Moi, je ne suis pas biologiste, mais c'est ça, c'est les briques du vivant, c'est des molécules qui sont, moi, c'est ce que je crus comprendre, hein, ce qui est à la base de l'ADN, quoi. C'est ça que les gens cherchent. Maintenant, ça, c'est encore tout un... Votre question est vraiment très difficile. Enfin, je crois, hein, en tant que... Hein, elle est très, très, très difficile parce que, en fait, y compris sur Terre, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire cet organisme est vivant ou pas? Vous savez qu'il y a des grandes disputes entre... Pas, oui, on ne cherche pas l'organisme vivant, on cherche vraiment les molécules organiques. Même un virus, il y a des grands débats sur le virus est vivant, il n'est pas vivant, etc., etc. Alors, sur des fossiles... Mais c'est vrai qu'ils se dépêchent quand même, hein, vous avez raison. Hein. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des recoupements avec les prélèvements qui ont été faits sur Rosetta? C'est une bonne question. Non, pour l'instant, non. Parce que finalement, on cherche la vie sur Mars, mais il faudrait peut-être, si vous voulez, on a plus dans l'atmosphère de Titan, ou alors là, c'est la matière organique, en vois-tu, en voilà. Sur les comètes, en fait, les comètes, c'est des véritables frigidaires à matière organique. Là, on trouve de la matière organique insoluble qu'on ne trouve pas sur Mars. C'est pour ça qu'en fait, ça pose un réel problème. C'est que, si vous voulez, on pense quand même qu'une partie de la matière organique qui a ensemencé la Terre, elle vient des chondrites carbonés. Donc, ce sont des petits astéroïdes qui viennent de la ceinture d'astéroïdes ou plus loin, qui sont très riches en matière organique. Et ça, c'est une matière organique insoluble dont on pense qu'elle a ensemencé la Terre. Elle devrait avoir ensemencé Mars de la même manière. Donc si on fait un bilan carbone sur Mars, on est quand même étonné qu'on ne retrouve pas donc, ces bombardements astéroïdales et cométaires, comme Rosetta, hein, devraient avoir ensemencé la surface de Mars de carbone. Ce carbone, on le cherche, mais finalement, on ne trouve pas. Donc, on en trouve en faisant ces petits forages. Donc, la seule explication qu'on ait, c'est qu'il y a cette irradiation à base ultraviolet. Si on a eu de la matière cométaire, style Rosetta ou astéroïdale riche de ce type de matière organique insoluble, on ne le retrouve pas sur Mars, il y a un problème. Et notre seule explication, c'est cette irradiation quand même pendant plus de 3 milliards d'années, qui a vraiment tout cassé. Hein. Donc, de toute façon, non, on ne retrouve pas cette matière-là, qu'on devrait a priori... Dans l'histoire du système solaire, Mars a subi le grand bombardement aussi. Enfin, il n'y a pas de... Oui, Mars, et en plus, avec une atmosphère peu ténue, on devrait avoir un bilan carbone important, qu'on n'a pas. Donc, la seule explication, c'est cette irradiation pendant plus de 3 milliards d'années, UV, etc., qui a tout cassé. Alors, pas pendant 3 milliards d'années, bien sûr, mais peut-être qu'on peut faire des simules sur Terre, bombarder avec des ultraviolets, même des rayons gamma encore plus... C'est ce qu'on fait. Il y a des laboratoires où on prend justement de l'urée, tout un tas de molécules organiques, ou de molécules telles qu'on en trouve dans les chondrites carbonés ou dans les cœurs cométaires, et on met ça dans des espèces de chambres. On les irradie en atmosphère martienne, en présence d'UV, on regarde ce que ça donne. Là, il y a des thèses entières là-dessus qui sont en train de se faire pour essayer de comprendre si on met cette matière cométaire sur Mars, qu'on irradie, qu'est-ce que ça donne? Et une fois qu'on aura vu ce que ça donne en laboratoire, c'est ça qu'on essaiera de trouver sur la surface martienne. Mais pour l'instant, non, on n'a rien trouvé de ressemblant à ce qu'on a trouvé, ce que Rosetta a trouvé, ou ce qu'on trouve dans l'atmosphère de Titan. Oui. Madame, monsieur, je ne sais pas. Pas encore. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des projets similaires sur Vénus, qui elle a une atmosphère Sur Vénus, c'est one shot. Hein.
on essaye, il y a une mission. En fait, je suis aussi au CNES, dans le groupe Système Solaire, où on essaye d'auditionner différents projets. Alors, il y a des projets extraordinaires de voiles solaires, de la JAXA japonaise qui veut aller dans les transneptuniens, il y a de quoi rêver. Et il y a aussi des projets, il y a un projet qui s'appelle Vichy qui cherche à, c'est un projet entre autres français, donc faire descendre en one shot, c'est-à-dire 2 heures, un laser, un petit truc pour faire quelques mesures. Donc oui, il y a des projets d'analyse in situ, mais vu la fournaise, one shot, c'est hyper rapide. Hein. On n'a pas de robot. Je sais pas, il y a une sonde russe, enfin il n'y en a pas qu'une d'ailleurs, qui avait tenu combien 10 minutes peut-être, je crois. Oui, c'est que la question, c'est qu'on... Mais en 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Hein, mais déjà, les missions spatiales qui durent plusieurs années, voilà. Mais là, le one-shot, il faut vraiment... Mais oui, il y a plein de missions qui se préparent. Pour l'instant, elles ne sont pas financées par le CNES et les autres agences, mais ça finira par se faire. D'autres questions? Alors, un petit détail au passage. L'énergie de votre robot, c'est une pile nucléaire. Oui. L'énergie des autres robots posés sur Mars, jusqu'à ma connaissance, c'était la plupart du temps des panneaux solaires. Oui. Les Européens n'ont pas de capacité à... c'est la fabrication du combustible qui leur pose problème. Nous n'avons pas les capacités techniques de mettre des petites piles nucléaires dans nos sondes. On sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne sait pas atterrir. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas atterrir. Là, ce qui apparaît, vient de se vautrer. Non, on ne sait pas atterrir, d'accord. Mais on ne sait pas apparemment non plus. Les piles, elles sont russes, hein, les piles nucléaires. Donc, si on est en bon terme avec Poutine, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais c'est vrai. L'ESA, elle travaille beaucoup avec les Russes. Hein. Oui, mais on va demander la pile aux Russes à ce moment-là. Non, mais on n'a pas de souci. On n'a pas de souci pour envoyer du nucléaire dans l'espace. Hein. On ne s'est pas gêné d'ailleurs. C'est pourtant très spécifique comme fabrication, une pile nucléaire, enfin, petite pile nucléaire. Oui, mais ça dégage des températures considérables. Oui, mais on sait faire. Hein. On est bon, dans le nucléaire. Vous me direz où quand même, hein, où est-ce qu'on le fait? De toute façon, l'ESA, on travaille avec les Russes. Hein, donc... Oui, non, mais ça, Et même les Américains, la pile sur Curiosity, elle est russe. J'ai bien compris, mais Made in France en pile nucléaire, je ne connais pas. Moi, hein, oui, pour l'instant. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir s'il y a 2,4 milliards d'années, la planète Mars a eu la grande oxydation. Non. Non. Vous avez trouvé des stries martiennes Des stries homogènes ou... Qu'est-ce que vous entendez par ça? Des stries terrestres. Des stries terrestres homogènes, éphémères, quoi. Mais je ne comprends pas des stries de quoi dans la roche ou... les roches... Vis-à-vis du terrain terrestre, quoi, des stries. Les stries, c'est un mode de dépôt. Voilà, c'est ça, oui. Oui, ça on a. Oui, les roches stratifiées, je vous en ai montré pas mal. Et on sait calculer, selon les millions d'années qui se sont passées, est-ce que vous savez calculer la stratigraphie? Voilà, le dépôt qui a été tombé, qui s'est impacté sur la planète. Déjà, on essaye de faire de la chronologie relative par densité de cratères. Après, quand on voit une épaisseur comme ça au niveau stratigraphique, oui, on peut avoir des idées. Est-ce qu'il y a eu un effet solaire sur la planète Mars? S'il y a eu un effet solaire, si, comme vous disiez tout à l'heure, les continents ont disparu, est-ce qu'il y a eu un effet de chaleur intense sur la planète Mars? Écoutez, je ne comprends pas bien les questions. Je sais pas. Si vous voulez, on en parle. Est-ce que le Soleil, il a absorbé tout ce qu'il y avait sur Mars, sauf les organismes qui se sont développés peut-être après, dans le temps, enfin dans le... il n'a pas absorbé le Soleil, il n'a rien absorbé du tout. Il a bombardé de son rayonnement les éventuels...
s'il y a eu un effet, voilà. Ouais. Écoutez, je ne sais pas, on va peut-être en discuter après. Mais... Oui. Mais enfin, merci, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir et bravo pour cette présentation. Vous nous avez montré des sols de toutes les couleurs, du blanc, du noir, du... Or, la majorité des photos qu'on nous présente au Vulgum Picus que nous sommes, le Mars est orange. Oui. Pourquoi? Mais alors, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que bon, on fait de la planétologie comparée. Donc, moi, quand je suis géologue terrestre, j'ai un marteau, je casse mes cailloux, j'enlève la poussière, etc. Donc, sur Mars, hein, vous savez, le ciel n'est pas bleu, il est rose-orangé. Donc, c'est vrai qu'on photoshop un tout petit peu pour retomber dans des codes couleurs qui nous permettent de comparer ce qui est comparable. Vous voyez, c'est-à-dire que comme on fait de la comparaison, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas astrophysicienne du tout, je suis géologue terrestre. Si c'est à partir de cet ensemble d'images que je dois essayer d'avoir une idée. Alors, je vois la forme, la texture, la structure, mais la couleur aide aussi. Donc là, on triche, c'est-à-dire qu'on met des filtres de telle sorte qu'on ait une couleur des roches martiennes comparable aux roches terrestres pour nous aider justement dans nos diagnostics. Mais les images brutes sont effectivement beaucoup plus terreuses, beaucoup moins contrastées. Donc on joue sur les contrastes pour essayer de rentrer dans l'intimité de la pierre, quoi. Parce que, bon, on a des analyses, mais bon, vous voyez, les argiles et les sulfates, on a un peu forcé le trait, mais on force ça sciemment pour se retrouver dans des conditions de comparaison avec les roches terrestres. Et dans ce cas-là, la couleur du ciel légèrement orangée est due à la poussière qui est stagnante dans l'atmosphère? Oui, et puis le fait qu'il y ait... Pardon, et les couchers de soleil sont bleus, paraît-il. Oui, mais en fait, voilà, il y a toutes ces particules et le fait qu'il y ait peu d'eau dans l'atmosphère terrestre. Donc, la martienne fait que les ciels en plein jour sont rosâtres. Mais si vous avez vu certaines de mes images du Mont Sharp, le ciel était bleuté parce qu'on a forcé un peu pour bien voir les sulfates, pas de les hématites. bêtises quand même à colorier tout comme ça. Non, mais en fait, on filtre. Oui, c'est-à-dire qu'on regarde les roches martiennes avec une lumière terrestre pour pouvoir mieux les comparer à des roches terrestres. Alors, question, quel est en fait le pantone que vous obtenez quand vous avez les images, je ne dis pas en direct, mais les images qui vous arrivent de votre ami? Les images, vous voyez, le Ennio Morricone, ça, c'est les images qu'on a. D'accord. Donc, vous voyez, il y avait la musique et tout, mais c'est quand même un peu contrasté. C'est ce type d'image qu'on a. Oui, madame, allez-y. Mais les roches que vous trouvez sont exactement les mêmes roches qu'on trouve sur Terre. Il y a la même quantité, les mêmes... oui, toutes les roches que vous avez trouvées, on aurait pu les trouver oui, aussi c'est pas sur des Terre. roches extraordinaires. Non, c'est des roches tout à fait comparables aux roches terrestres, des grès, des argiles. Mais on ne trouve pas de carbonate, ce qui nous embête parce qu'il y a quand même beaucoup de CO2 dans l'atmosphère martienne. Le carbonate, ça précipite dans les océans, on n'en trouve pas, quoi. C'est plutôt ce qu'on ne trouve pas qui nous dérange. Pourquoi on n'a pas de carbonate? Des feldspaths, oui, on trouve plein de feldspaths. Ça, les feldspaths, justement, toutes les roches blanches que j'ai montrées, des feldspaths gros comme ça. Ouais. On trouve des micas, on trouve des pyroxènes, des péridots, voilà. Non, on trouve de l'opale. On a trouvé beaucoup d'opale. En gros, c'est pas la peine d'aller là-bas, quoi. On en a. Ouais, mais c'est les petites différences qui font que c'est génial, quoi. Non, je plaisante. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour. La surface de la planète ayant été stérilisée par les radiations, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à forer plus profond, oui. à 2 mètres par exemple? Alors c'est l'objectif d'ExoMars. Ou dans Valles Marineris. Oui, Valles Marineris, moi j'aimerais bien, mais pour atterrir là-dedans, les ingénieurs ne veulent pas. Oui, mais c'est là qu'il faut y aller. Mais oui, mais il faut toujours aller là où on ne peut pas, quoi. Oui, il faut arrêter de chercher ses clés sous le lampadaire parce qu'il n'y a que là qu'on les voit. Dites ça aux ingénieurs. Alors déjà, les Européens sur terrain plat, on n'est pas capable d'atterrir. On a perdu Beagle, non, mais on a perdu quand même je veux dire, ça peut être un objectif mais d'aller dans cette ExoMars, qui est comme la... Bon, on voulait montrer aux Américains avec ExoMars 1 qu'on était capable d'atterrir. On leur a montré qu'on s'est planté. Oui. Mais il y a ExoMars 2.
Et là, sur ExoMars 2, on a une foreuse italienne, non, j'espère que non ce coup-ci, et la foreuse italienne, elle est beaucoup plus profonde que la foreuse de Curiosity. Donc effectivement, c'est dans le forage qu'on... En plus, on a quand même de l'eau en sous-sol, quoi. Donc on a un peu des nappes en sous-sol, hein, parce que la pression que vous n'avez pas en surface, vous l'avez en profondeur. Donc vous avez les conditions thermodynamiques pour avoir de l'eau liquide en profondeur. Donc en fait, l'idée, c'est oui, de creuser profond, quoi. Et ExoMars est équipé d'une foreuse, donc si on arrive là-bas... Enfin, cela dit, j'en reviens, moi je suis un peu... Cette vallée, c'est un fossé d'effondrement, non, probablement, ou quoi? En fait, on pense que c'est aussi lié à l'extension, lié au moment de ce dôme volcanique, parce qu'il y a les volcans qui font 20 km de haut, mais c'est un dôme monstrueux, c'est une espèce d'énorme bulle. Vous imaginez une grosse bulle, ça a chauffé tellement que ça fait une grosse bulle, et ben ça fait des grandes fractures. Parce que là, on a vraiment, en parlant de stratigraphie, on a... Ah ouais, là c'est le Grand Canyon puissance 1000. Hein. Non, c'est... Oui, allez-y, monsieur. Attendez, le micro... Oui, je sais. 570 millions de kilomètres, il faut attendre un petit peu quand même. Voilà, on vous écoute. Allez-y. Désolé, je viens de perdre ma question. Je me repose. Regardez sous le lampadaire, parce que c'est là qu'il faut chercher, c'est le seul endroit où on y voit quelque chose. Oui, allez-y, Manu. Allez-y. Je ne suis pas sûre d'avoir compris pourquoi il n'y a pas de tectonique sur Mars, en fait, s'il y avait eu l'évidence de continents. En fait. Alors, en fait, c'est une histoire, ça aussi c'est une bonne question, c'est une histoire de l'épaisseur relative des différentes couches, quand je vous ai parlé de l'œuf. Donc du manteau martien par rapport à sa coquille. La coquille est très épaisse, le manteau qui convecte est comparé à la Terre moins épais, et du coup on n'a pas... Alors ça c'est déjà donc on a un espèce de bouclier stagnant qu'on a du mal à déplacer, et il y a autre chose comme argument, c'est l'eau qu'il y a dans le manteau de la Terre qu'il n'y a pas dans le manteau terrestre, dans le manteau martien où il y en a moins, et qui est une espèce de fluide qui met, on va dire schématiquement, qui met de l'huile dans le moteur de la convection. Donc le fait qu'il y ait beaucoup moins d'eau dans le manteau martien et le fait que la coquille soit relativement beaucoup plus épaisse au regard de... Elle n'est pas plus épaisse que le manteau qui est en dessous, c'est comparativement à la Terre. La coquille des continents martiens est très épaisse par rapport au volume de manteau, qui est le grand pétrin du boulanger qui pourrait faire... donc ça ne se déplace pas. Donc on a un stagnant lead, ils appellent ça, une espèce de croûte immobile. Vous avez votre réponse? À peu près. C'est dommage pour le poussin, hein, tout ça, une grosse coquille comme ça. Oui, j'ai retrouvé ma question. Vous avez retrouvé, d'accord, je vous en prie, allez-y. C'est à propos de l'atterrissage sur Mars. Oui. Vous avez dit que... Curiosity est passé de 5000 mètres par seconde à une vitesse très réduite jusqu'à atterrir. Et vous avez dit le parachute s'est ouvert et il y a eu un effet dont je n'ai pas retenu le nom qui a permis justement de réduire la vitesse. C'était quoi? Il s'est passé quelque chose sous le parachute? Trucs, hein, bon. Parce qu'apparemment, il n'y a pas assez d'atmosphère pour que le parachute fasse effet. Il y a plein d'étapes, il y a du délestage, il y a des rétrofusées, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais si vous voulez, c'est 125 km, il y a le parachute supersonique, c'est un des moyens de freinage, mais il y en a d'autres. Il y a du délestage, il y a des rétrofusées, c'est la somme de tout ça qui permet de faire ces 125 km en 7 minutes sans... Il doit falloir un sacré parachute, parce qu'étant donné la densité oui, mais qu'est-ce que ça veut dire justement parachute supersonique? Qui peut s'ouvrir au-delà de la vitesse du son. Je suppose. Hein. Oui, moi c'est ce que j'en conçois aussi. Merci. Oui. Qui Marie? Non, pas de questions? Oh, c'est dommage. Oui, quelqu'un par là? Ah, allez-y, monsieur, allez-y. Pour revenir encore un petit peu sur les agences spatiales privées, est-ce que vous, en tant que scientifique, est-ce que vous pensez que le développement de ces sociétés, que ce soit SpaceX ou Blue Origin, est-ce que ça vous a apporté plus ou moins d'opportunités? Moi, en tant que personne lambda, j'ai du mal
à me projeter sur est-ce que ça va nous apporter de nouvelles opportunités ou au contraire que les agences gouvernementales elles vont avoir moins de budget vu qu'elles ont plus sous-traité. Vous vous inquiétez pour votre avenir, c'est ça? Ah oui, non, mais je comprends bien. C'est une question, c'est difficile de répondre à ça parce que ça peut faire une émulation. En même temps, pour l'instant, il faut qu'ils fassent leurs preuves aussi. Hein. Une fois qu'ils l'auront faite, effectivement, ça va faire une concurrence. Mais moi, ce qui m'intéresse plus avant SpaceX, c'est ce que font les Chinois, qui font des trucs extraordinaires, quoi. Et en fait, on n'en parle pas assez, mais ils vont sur la Lune, ils vont partout. Hein. Alors les Émiratis, c'est différent. Eux, ils payent tout. Ils sortent les pétrodollars et puis ils sous-traitent partout pour envoyer des... Mais les Chinois, ils sont assez impressionnants. Les Indiens aussi, quoi. En fait, on médiatise beaucoup ce qui se passe ailleurs, mais moi, je trouve que tout l'effort spatial chinois, c'est plutôt ça, moi, en ce moment, qui m'interpelle. Ils ont quand même des stations spatiales et personne n'en parle. Oui. Bah oui. Oui. Bah, il faut apprendre le mandarin. Plus que SpaceX, c'est vraiment efficace. Oui, Merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous avez parlé de saison tout à l'heure. Oui. Printemps, été, automne, hiver, pratiquement. Bon, parce que l'axe est incliné. D'accord. Donc à l'équateur, non, mais dans les zones intermédiaires, il y a des saisons. Comme chez nous. Bah ouais. Et il y a des nuits et des jours comme chez nous. Donc c'est... Il dure pas. C'est pas la même. Non, l'année, ça fait plus de 4 ans qu'on est sur Mars, mais en âge martien, ça fait 2 ans. Donc on n'est pas en l'an 2017, on est en l'an 1000 sur Mars. C'est beaucoup plus loin, donc ça. Moyen Âge. Ouais. On est au Moyen Âge. Dites-moi, moi aussi je l'ai perdu. J'ai regardé voir si vous n'avez pas retrouvé ma question, parce que j'en avais une. Attendez, allez-y, aidez-moi. Non, personne. Bon, quelle peut être la prochaine réussite de l'ESA dans toute cette affaire? Déjà, moi, je trouve que Rosetta Philae, c'est quelque chose. Oui. Quoi. Ah non, mais je parle en matière de planétologie, là, et pas de cosmé. Oui, mais alors, ce qu'il faut voir, là, on rentre dans la politique, c'est que ça, c'est le reflet de ce que c'est que l'Europe. Je veux dire, l'Europe, c'est l'euro. C'est un marché financier, mais on n'est pas foutu de s'entendre. Ce qu'il faut voir, c'est que il faudrait qu'on s'entende sur des grands programmes comme ça, au-delà de... Et il y a beaucoup de déchirements. C'est pas simple. Par contre, ils étaient très contents à Düsseldorf. C'était à Düsseldorf, je crois, oui, le centre de le centre de contrôle de l'ESA en Allemagne. Non, moi j'aimerais bien que ça marche, mais c'est politique. J'ai une question en orbite là-bas. Alors oui, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez trouvé des roches type granitique. Oui, je ne vois pas qui me pose la question. Ah d'accord, voilà. Et du coup, ça avait l'air d'être une surprise. Ouais. Je voulais savoir du coup quel impact et quelle signification ça avait ou ça pouvait avoir, notamment je pense sur la constitution du manteau de Mars peut-être. Ça aussi c'est une super bonne question. C'est-à-dire que souvent les granites, on les associe à la tectonique des plaques sur Terre. C'est-à-dire vous faites des granites dans des zones de subduction, Donc qu'est-ce que ça suppose pour faire un granit? En fait, pour faire un basalte, on fond du manteau. Et pour faire un granit, on fond du basalte. Je schématise à fond. Et avec beaucoup de fluide. Donc quand vous fondez la croûte océanique qui subducte, il y a libération de fluide et vous allez faire la fusion partielle basalte, ça donne un granit. Donc là, on s'est dit, flûte des granites sur Mars sans tectonique des plaques, comment on les fait? Et en fait, donc, les ingrédients, c'est qu'il y ait eu une espèce d'épaississement de basalte, d'espèce de traps au tout début de l'histoire de la planète, et qu'il y avait pas mal de fluide à cette époque-là, et que ça a fondu, quoi. Et c'est ça qui a donné le granit. Mais ça, on s'y attendait pas du tout. Et en même temps, il y a un truc bizarre sur Mars, c'est une planète dichotomique avec un hémisphère
nord qui est très profond, un hémisphère sud qui est très élevé, et les gens qui font de la géophysique, ils se disent, mais ces continents, ces hauts plateaux du sud, eh ben, ça devrait être moins dense que, c'est pour des équilibres, que les zones nord. Et ça devrait avoir une densité moins dense que celle d'un basalte. Or, tout ce qui est en surface est basaltique. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, parce que c'est un peu un truc que j'ai trouvé, moi, avec mon équipe, ben, c'est qu'en fait, l'hémisphère sud, ça pourrait être des granites un peu partout, mais qui sont cachés par des coulées basaltiques ou un régolithe basaltique plus tardif. Mais dans une logique de dichotomie, voyez sur Terre, hein, c'est bimodal, les continents sont sur les océans. C'est des croûtes moins denses que la croûte océanique, la croûte continentale granitique. Pareil, la Lune. La Lune, sur la face cachée, il y a des hauts plateaux qui sont riches en plagioclase. Et puis les mers basaltiques, c'est des reliefs beaucoup plus profonds et plus denses, recouverts de basalte. Mais on est en train de se dire qu'il y a peut-être aussi cette dichotomie sur Mars. Et alors donc, comment on la forme sans tectonique? Ben voilà, par de la fusion en présence de fluides de grandes épaisseurs de basalte. Mais on s'y attendait vraiment pas. Et à propos de Lune, Phobos et Deimos, c'est quand même pas la même chose pour l'équilibrage de la planète. Mais là, on prépare des missions, parce que si on n'arrive pas à échantillonner Mars, on peut échantillonner Phobos et Deimos, puisqu'il n'y a pas de gravité, c'est beaucoup plus petit. C'est comme Rosetta Philae. Donc une des prochaines missions, c'est la JAXA japonaise, mais qui a demandé des expertises à des Français, qui va envoyer un robot sur Phobos pour aller échantillonner un bout de Phobos, en se disant, et si par chance Phobos, c'est comme la Lune, c'est un bout de la Terre, c'est pas une capture, mais si par chance Phobos c'est pareil, si on va échantillonner Phobos, on échantillonne Mars. Donc on aura un retour d'échantillon de Phobos, ça pourrait être un retour d'échantillon. Si, mais c'est intéressant à tester. C'est peut-être une capture, Phobos. Oui, c'est peut-être une capture aussi. Mais comme il y a beaucoup d'éjecta et tout, même si c'est une capture, il y a beaucoup de poussière martienne dessus. Et sur le plan de la stabilité de l'orbite martienne, ça n'a pas pu jouer au niveau d'une instabilité qui elle-même aurait pu expliquer de milliards d'années en milliards d'années, dislocation de l'atmosphère. La Lune a quand même une importance capitale dans la stabilité de la Terre. Oui, la climatologie. Oui, mais oui, il faut simuler, il faut mettre une fausse lune à Mars et puis regarder ce que... Là, il y en a deux qui marchent en sens inverse, donc je ne sais pas... D'autres questions, je vous en prie. Allez-y. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Dans les photos que vous nous avez montrées, il y a les couleurs altimétriques dans l'hémisphère sud avec les hauteurs en rouge et il y a un gros trou bien bleu. Oui, c'est un bel impact. D'accord. Et ça pourrait être qui a formé Phobos ou Deimos, j'en sais rien. Ouais, il y a un gros impact, c'est un des plus grands bassins d'impact. Presque, je me demande s'il n'est pas aussi... Il est plus grand que le Tetchi Club. La fameuse météorite des dinosaures. Non? Ah oui. Non, c'est un Surtout impact énorme. À la taille de la planète. Oui. Ou alors, si l'hémisphère nord est le résultat d'un grand impact, ça pourrait être ça qui a donné Phobos et Deimos. Mais tout ça, on est dans la spéculation, dans la discussion, on va dire. Il n'y a pas de... Je voudrais vous poser, enfin je ne fais pas exprès, hein, moi monsieur non plus là, tout à l'heure, mais l'axe d'inclinaison de la planète Mars par rapport à celui de la Terre, il est bien inférieur, je crois, non? Oui, mais... ça n'a pas d'importance. Exactement. C'est pareil, je n'ai pas la fiche technique en tête. Vous allez sur Wikipédia en sortant et vous allez avoir votre... Ah oui, mais je ne vais jamais sur Wikipédia. Jamais. On m'a dit un jour que Saturne était la 3e planète à partir du Soleil, sur Wikipédia. Alors bon. Oui, allez-y. Qui peut poser une question? Vous y retournerez à Pasadena, là, bientôt? Oui, on y revoit souvent. Ouais. Pourquoi vous voulez que je vous ramène?
Un t-shirt. Si vous ne me le dites pas 2 fois, hein, si vous voulez m'emmener à Pasadena, moi, il n'y a pas de problème. Les fusées, la fusée qui a lancé votre robot, elle est partie. De Cap Canaveral. Cap Canaveral. De Cap Canaveral. Ouais. D'accord. Donc. On n'a pas en Guyane de lanceur assez puissant. Ariane 5, elle peut pas. Eh ben non. Bon. Non. Non, non. Et Ariane 6 qui se prépare. Ah, ben, on verra. On verra. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous ferait, pour finir? Pardon, excusez-moi. Oui, oui, êtes-vous? Ah oui, allez-y, monsieur. J'ai vu un article là, dans un livre que, en ce moment, il y a des recherches sur Jupiter. Oui. Enfin, il y a un satellite en direction de Jupiter. Oui. Donc, je pense qu'il va percuter la planète, non? Pardon? Normalement, oui, sa fin, c'est ça. Il doit passer ça. À travers les anneaux. S'il ne se paye pas un bout de glace en passant, il va effectivement finir dans la soupe de Jupiter, qui n'est pas une planète tellurique. Hein. Donc, il ne va pas forcément percuter Jupiter. D'autres questions? Moi, je voudrais vous dire, qu'est-ce qui vous ferait vraiment... Vous avez vu tout à l'heure la réaction, quand on a vu arriver le film, le petit montage de vos collègues. Là. On applaudit, on trouve ça formidable. Enfin, je ne sais pas, moi je trouve ça formidable et apparemment je ne suis pas le seul. Qu'est-ce qui vous rendrait encore très heureuse comme ça moi, les Japonais me font rêver. Les Japonais? Ah oui. Pas le mandarin, leur le japonais. Leur voile solaire, pour moi, donc eux, suite à Hiroshima, Nagasaki, ils n'envoient pas de nucléaire dans l'espace. Ils ont conçu ces voiles solaires qui sont animés par les photons du soleil. Et donc, mais moi, je me dis, mais c'est du délire. Donc, imaginez des régates entre... c'est génial, entre la Terre, la Lune, Mars, ça, c'est fabuleux. Et non, mais je rigole pas, ils ont imaginé une voile solaire qui a la taille d'un terrain de rugby. Oui. Donc, en fait, elle se déplie comme un parapluie. Donc, vous la mettez en tête de fusée, la fusée se démarmaille, puis après, il y a le parapluie qui s'ouvre. Ils imaginent ce truc qui va vers les transneptuniens. Moi, ça me fait rêver. Ce moyen de locomotion. Mais il a même été imaginé pour aller vers des étoiles très proches, par je ne sais quel farfelu. Mais ça, on n'est pas dans le farfelu, ça marche, quoi. Et ça, je trouve, c'est beau, quoi. Ça, c'est beau, et donc, s'il y a c'est du spatial écologique. Ouais, puis il y a une poésie, et puis c'est génial, quoi. C'est génial. Ces voiles seraient percutées par des photons solaires ou par des lasers, je crois avoir. Non, c'est des petites diodes, oui, c'est les photons du soleil qui les gonflent. Oui, c'est l'autre projet, ce serait des lasers qui accéléreraient les voiles de minuscules satellites qui partiraient vers nous. Non, c'est... Ah, mon Dieu. Bon. Écoutez, voilà, je voudrais vous dire que nous nous retrouverons pour savoir tout de l'immunité, si elle est innée ou apprise, ou les deux, en passant par les insectes. Nous serons à ce moment-là le 21 septembre et ce sera Jules Hoffmann qui viendra nous rendre une visite. Je voudrais vous remercier et surtout qu'on remercie beaucoup Violaine. Merci. Et merci aussi au Rétro-Pro qui a bien voulu nous attendre. Là. Voilà. Oui, merci. Même si l'image n'était pas si claire, en fait, ça allait quand même. Ça allait.